Oui, dans quel sens? Bienvenue, deuxième émission de Star Wars avec un absent, mais qui devra se justifier pour la prochaine émission. Il aura un gage, on verra bien ce qu'on va. Peut-être que vous voulez qu'il ait un gage, dites-le nous dans les commentaires. Quel gage vous voulez donner à Alexandre le Prussien? Le thème aujourd'hui, c'est la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale. Actualité géopolitique, on ne pouvait pas évidemment zapper, surtout avec le développement de ce qui peut se passer également au Proche-Orient et en Ukraine également. Et pas que là, puisque c'est un grand jeu géopolitique qui se passe dans le monde entier, en Asie ou beaucoup en Europe et en France, on n'en parle pas. Alors que beaucoup de choses se produisent. Il y a la politique intérieure aux États-Unis, certains confondent, ils ne sont pas citoyens américains, mais ils pensent qu'ils ont voté Donald Trump. Donald Trump est-il notre ami? Donald Trump va-t-il arriver aussi à provoquer finalement la Troisième Guerre mondiale? On va parler peut-être du Deep State, peut-être certains éléments géopolitiques, et bien évidemment tout ça en relation avec la Russie, puisque c'est ce qui nous intéresse, puisque nous vivons en Russie ou dans le monde russe, dans l'état de l'Union pour Merci. certains. Voilà, Merci de voilà. penser aux minorités. Voilà. Cela étant dit, on va commencer. Je vais lancer la première question. Je vais la lancer, je sais pas, on va faire plouf plouf, Valentin ou Tomasovic ou Simon, c'est comme vous voulez. La Autant. question, c'est Troisième Guerre mondiale. On en entend beaucoup parler avec la Russie qui a indiqué qu'elle répondrait effectivement avec des armes nucléaires si elle était attaquée. Évidemment, le narratif des médias de l'OTAN a tout de suite enclenché sur le fait que la Russie menaçait, alors que, on rappelle, c'est quand même quelqu'un, je crois que c'était un général ou porte-parole de l'OTAN qui avait parlé en premier l'utilisation de l'arme nucléaire contre la Russie, mais comme toujours, il n'y a pas de chronologie chez nos amis, j'allais dire dégénérés, mais je pense que c'est politiquement incorrect. Bon, je m'en fous, donc dégénérés de l'Occident. Troisième Guerre mondiale, vous en pensez quoi? C'est un narratif simplement pour faire monter la sauce et faire oublier aux pays européens qu'ils ont perdu la guerre en Ukraine et ça justifie le réarmement et le fait que l'Union européenne continue dans sa voie assez agressive ou vous pensez qu'il y a vraiment des possibilités de dérapage parce qu'il ne faut jamais sous-estimer la connerie humaine? Je propose qu'on fasse commencer à notre Minskovitch. J'en ai aucune idée comment on dit les habitants de Minsk, parce que maintenant que vous avez rejoigné la guerre avec les Arechnik biélorusses, ça peut être sympa de savoir quand est-ce qu'on va se rejoindre sur le front. Alors, on avait déjà les têtes nucléaires montées sur Iskander à la frontière avec la Pologne. Après, là aussi, même remarque que faisait Fabrice, il s'agit d'une mesure de réponse, en fait, puisqu'à la base, il y a une menace qui émane de notre ouest, et on prend des mesures pour s'en prémunir dans la mesure du possible. Arechnik, je vois pas pourquoi vous en auriez et pas nous. Surtout que... Alors, c'est une info que j'ai passée il y a un moment, les plus très précises dans ma tête, parce qu'il y en a beaucoup dans ma tête, et à mon âge, j'en perds un peu de précision, Thomas, tu verras quand tu auras mon âge. Mais J'ai pas hâte. il y a, ils sont en train de placer en Pologne des missiles à courte et moyenne portée, des missiles américains, me semble-t-il. Ou sinon, c'est des missiles européens. Enfin, il y a un truc dans ce machin-là, et les Arachniks C'est sont des en fait... missiles. Ouais, Vas-y. Simon, excuse-moi de te couper. C'est des missiles, dit-il, j'ai pas la référence, mais semble-t-il qu'ils sont plus modernes que les attaques MS. Ok. Et la présence des Arechnik vient en réponse, en fait, à la menace en face. Donc, après, on assiste pour l'instant à une escalade de moyens, et pas encore en pratique. Mais c'est une escalade de moyens, de mots, d'intimidation, en fait. On répond à l'intimidation par l'intimidation. Après, pour ce qui est du risque de Troisième Guerre mondiale dont parlait Fabrice, alors, je vais passer pour le complotiste du lot, à moins que quelqu'un ne me rattrape derrière. Je pense que pour un État qui a des difficultés à tenir son peuple, la peur n'est jamais quelque chose d'inutile. Et, on a vu l'utilisation, voire la surutilisation du Covid à l'époque, merde, j'ai dit le mot, de ce qui s'est passé en 2020. Voilà. Je pense que ça ne déplaît pas à des dirigeants
d'avoir un peuple apeuré. Ça peut toujours servir, à défaut, vaut mieux ça que l'inverse. Le risque de guerre mondiale, moi j'ai tendance à penser que à Washington, pas plus qu'à Berlin, pas plus qu'à Moscou, pas plus qu'à Pyongyang ou qu'à Beijing, ils ont envie de se recevoir des missiles nucléaires sur la gueule. Donc, tant qu'il s'agit d'envoyer les Ukrainiens se faire tuer, ou peut-être demain les Polonais, qui sait, pourquoi pas, ça coûte pas cher à l'État profond américain. Par contre, risquer réellement le conflit nucléaire, ils savent qu'ils sont pas protégés, personne ne l'est. C'est là d'ailleurs que la France joue un jeu un peu dangereux, parce que une Ukraine qui serait lâchée par les Américains, en tout cas par le soutien pratique des Américains, et la France qui devient de plus en plus belliqueuse, il ne faut pas oublier qu'elle n'a pas les moyens de se défendre, quoi. Les Américains, oui, ils ont les moyens de se défendre. La France aujourd'hui, voilà quoi, sans le soutien américain, il ne faudrait pas trop la ramener non plus. Dans l'absolu, alors je ne pense pas que ça se produise, Dieu merci, hein, que Dieu nous en préserve, mais je pense que si jamais il y avait une escalade du conflit, peut-être que la France se trouverait sur les cibles premières et privilégiées. Donc ça serait bien qu'on évite ça quand même. Ça serait bien qu'on évite ça. Valentin? Ouais, salut les gars. Moi, sur le scénario Troisième Guerre mondiale, en fait, j'y crois pas. Probablement aussi parce que j'en ai pas envie. Mais je pense que voilà, il y a une pression qui est mise au maximum avec plein de terrains d'opérations en ce moment pour la fin du mandat de Biden, parce que les Américains, enfin, comme vous l'avez souligné, Fabrice, Simon, plutôt l'État profond américain sent bien qu'on va changer avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc voilà, ils sont en train de mettre la pression au maximum, et les choses vont probablement se dégonfler à partir de mars 2025. Moi, je pense que toute la pression qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne va pas perdurer dans les mois à venir. C'est qu'un effet passager. Je ne crois pas. J'ai pas envie d'y croire, surtout. Donc, c'est bien normal, mais c'est vrai que... Oui, vas-y. Et puis étant un résident de Moscou et en ayant lu le bouquin de Gouskowski, j'irai dans le métro. Fais gaffe parce que c'est un propagandiste ukrainien, lui, maintenant. Ouais, bon, il a écrit ses bouquins il y a un petit moment déjà. Ouais, non, mais je rigole. Non, mais je suis d'accord, on ira se battre contre des mutants dans le métro, contre Voilà, les nazis communistes. Exactement, ouais. On prendra le calceau. Puis on... Donc, on connaît le métro par cœur, ça va être plus facile. Ce que tu viens de dire, c'est normal, hein, il est de couleur brun, le calceau. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous. De toute façon, ça n'arrivera pas. C'est Biden qui pousse au suicide ukrainien depuis le début. Hein. C'est pas nouveau et tout ce qui est intérêt financier derrière. J'ai revu une vidéo. C'est Goldman Sachs, je crois que le mec. Il parle avec Zelensky. Comment c'est possible? Vous avez $1 trillion comment dire de valeur sur votre territoire. En gros, on va pas vous abandonner. Il le dit en présence de Zelensky. Bien entendu que ça. D'ailleurs, c'est pas que Zelensky. Il y a évidemment tout ce qu'il y a au Proche-Orient, à Taïwan peut-être aussi, parce que là, ça bouge aussi. Bref, on n'arrive pas vers une troisième guerre mondiale, c'est certain, parce que bien entendu, personne va s'entretuer. Mais par contre, que ça pousse jusqu'aux limites du bouton nucléaire, ça ne m'étonnerait absolument pas. Bon, après, les Russes, les Atacams, et les autres, les Scalp par exemple, qui sont envoyés en Russie, sont tous interceptés. Alors que les Arechnik, ils sont interceptés au sol, quoi, quand ils atterrissent sur la destination. Ah, Titelman avait dit quand même, ils n'étaient pas très précis. Hein. Ah, s'il l'a dit, alors. C'est vrai qu'à peut-être 1 centimètre près, ils sont pas très précis, mais je pense que le cratère est un peu plus important qu'1 centimètre. Mais ouais, de toute façon, on faut écouter le test de l'air, au moins il nous ramènera à Coca après avoir raconté quelques conneries, quoi. Mais non, c'est sûr que ça n'arrivera pas, mais peut-être un missile en Pologne. S'il continue, et encore, c'est que s'il tape quelque chose de dur, je pense que les Russes pourraient riposter sur une cible à l'OTAN uniquement dans le cadre où, effectivement, un de ces missiles fera quelque chose de vrais dégâts sur le territoire russe.
Il n'y a que ça, parce que sinon les Russes n'oseront pas le faire, et à juste titre. Bah là, il y a quelque chose aujourd'hui, donc dans le cadre d'une conférence qui a été diffusée avec certains gouverneurs, Poutine a déclaré effectivement que ce nouveau missile permettait, c'était un complément finalement de la doctrine nucléaire et permettait d'éviter de les utiliser puisqu'ils avaient sur la cible. Évidemment, une bombe nucléaire, ça, on va dire, ça rase un peu tout ce qu'il y a tout autour, mais là, sur la cible prévue, ça pouvait utiliser ces nouveaux missiles et qui avaient la même efficacité et donc sans l'utilisation du nucléaire. A été rajouté à cela, mais par un communiqué comme quoi il y avait la production à l'heure d'aujourd'hui, c'était 30 de ces missiles par mois. C'est pas Ce qui est si déjà énorme. bien quand même, hein. À l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui. Et que donc en une année, ils étaient à 300 bien évidemment, dont une partie pour Batka, donc notre ami de Minsk. Et il y a cela à prendre en compte. Mais sur la Troisième Guerre mondiale, je voulais revenir sur une chose, parce qu'on dit Troisième Guerre mondiale, mais on pense bombe nucléaire. Mais en fait, on est déjà en Troisième Guerre mondiale, parce que depuis la fin de la guerre froide et la chute de l'Union soviétique, un but très orgueilleux, pourtant c'est un péché chez les Américains qui sont assez religieux, ils devraient pourtant réfléchir à cela, le péché d'orgueil. Ils ont quand même, ils n'ont pas respecté les paroles, on ne va pas refaire l'histoire, hein. L'extension de l'OTAN qui avait été, promis de ne pas se réaliser, ça a été fait. On le voit aujourd'hui, toutes les révolutions oranges, puisque en Ukraine, ça a commencé depuis 2004 en réalité. C'est pas depuis 2022. Et aujourd'hui, on aboutit à un moment où les Américains n'ont pas, à mon avis, une partie n'ont pas compris, ce qu'on voit que les élites françaises ou les élites européennes n'ont pas compris dans quel monde ils vivaient. Même si les Américains sont plus pragmatiques, il n'empêche qu'en partie chez les démocrates américains, ils ont, c'est à mon avis, ce même état d'esprit, à savoir qu'ils pensent qu'ils peuvent tout faire et qu'il est inadmissible que le monde de demain soit partagé, puisque les BRICS, au tout début, ils ne voulaient pas faire un contre-monde, ils voulaient simplement prendre place à la table des grands de ce monde, ce qui leur a été refusé. Et finalement, ce que les Américains ne voulaient pas qui arrive, ils l'ont produit eux-mêmes, c'est-à-dire le fait de trouver un ennemi, et un ennemi qui se rapproche et qui sait, c'est-à-dire la Russie avec ses ressources et la Chine avec ses immenses moyens de production. Ils ont produit ce qu'ils voulaient ne pas qu'ils se produisent. Mais c'est souvent le cas avec les Américains, hein. Le diable qu'ils créent à chaque fois leur échappe des mains. Donc je pense qu'on est toujours, simplement, c'est le niveau qui n'est pas jusqu'à la guerre nucléaire. De toute façon, si ça devait arriver, il n'y aura pas de troisième émission. Et Merde. mais c'est de la guerre de basse intensité. Ce qui se passe en Syrie, c'est cela, même si c'est plus compliqué. Il y a 5 agendas différents en Syrie. Il faudrait une émission entière pour en parler. Mais je pense qu'on y est toujours et que tout de suite, je pars parce que la plupart des gens qui vont nous regarder sont des Français et je sais que beaucoup se font avoir par le narratif des médias, dit des fois certains alternatifs ou dits nationaux, etc., qui mettent Trump comme le superstar. Alors, je serais américain, peut-être que je voterais Trump parce que je suis américain et que, à mon avis, tous les démocrates ressemblent étrangement à notre Macronie. Mais pour autant, je ne suis pas américain, je ne vis pas aux États-Unis et les États-Unis défendent les intérêts des États-Unis. Jusque-là, c'est normal, tant mieux pour eux. Mais ce n'est pas pour le bien-être de l'Europe, ce n'est pas pour le bien-être de la France, c'est encore moins pour la Russie, puisque la géopolitique reste la géopolitique. Il n'y a pas de morale, ce n'est pas de la moraline, ce n'est pas de la politique, c'est même pas de l'idéologie, c'est simplement des éléments froids. La géopolitique, c'est la science du XXIe siècle si tu veux comprendre les événements qui nous arrivent. Et beaucoup confondent cela et relations internationales, qui sont deux choses différentes. Et donc, dans les éléments géopolitiques, et dans la vision américaine de la géopolitique, l'Eurasie et le cœur de l'Eurasie, à savoir la Russie, est l'ennemi qu'il faut, si on ne peut pas le contrôler, si on ne peut pas le diviser, il faut le contrôler, si on ne peut pas le contrôler, il faut l'isoler. Donc la politique de containment, etc. Et ça, Trump ou pas Trump, ça va pas changer. Ça va pas changer. Il y a peut-être, on gagnera peut-être, espérons effectivement quelques années de paix. Mais la dynamique globale fait qu'on est parti pour quelques dizaines d'années avant de retrouver un nouvel équilibre. Et on est déjà dans la Troisième Guerre mondiale. À peu ne pas, et j'espère et je pense de toute façon, et de toute façon si on a tort, personne ne pourra dire qu'on aura tort, on ne sera plus là. Donc on ne partira pas dans des guerres nucléaires, mais par contre la multiplication des conflits et des guerres, oui, ça on va y aller. Et avec ce qui se passe en Syrie, vous allez voir, je pense que dans quelques temps, après
que nos médias essayent de nous faire croire que Al-Qaïda, ce sont des islamistes progressistes. On a vu même si même Les des- rebelles. Ce sont les rebelles. l'interview de CNN où tu vois, il y a marqué donc le nom du chef de Al-Nosra, le fameux HTS aujourd'hui, et qui ils mettent pronom he, him, les trucs de woke, quoi. Non, mais c'est un délire, c'est un délire, c'est un délire, quoi. Alors que quand tu as les bons canaux d'information, qu'est-ce qu'ils font? Ils maltraitent, ils tuent les chrétiens, enfin bon, ça commence comme ça. Et pourtant, moi qui suis. Al-Qaïda, quand même. Hein. Oui, Faut non, mais rappeler non, mais petit peu, quoi. non, mais le Bataclan, c'est pas grave, on peut leur chier à la gueule. Ouais, c'est François Hollande qui l'a fait, qui a chié à la gueule de ces Il n'y a, gens-là. y a pas de chronologie, il y a tout de remise en cause, mais vous allez voir les mêmes. J'ai vu à gauche, je sais plus qui disait qu'il fallait maintenant juger au CPI Bachar el-Assad. Et t'as Mélenchon qui arrive et qui dit, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Oui, alors 100%, qui était 100% heureux que le régime tombe, 100% défiant sur le nouveau régime et qu'il était pour 100% des élections avec Al-Qaïda, bien sûr. Donc ces gens-là sont tous des hypocrites à l'Ouest, autant d'ailleurs dans l'opposition et je reviens et je termine, dans l'opposition qu'au pouvoir. Et je crains que certains qui soient pro-russes et se fassent avoir par une certaine droite américaine qu'on a en France et qui fantasme beaucoup sur Trump. Et je pense qu'on va beaucoup être déçus parce que beaucoup oublient que les principaux sanctions contre la Russie avant 2022, c'est Trump. C'est même pas Obama, c'est Trump. Il oublie beaucoup. Et les premières livraisons d'armes officielles à l'Ukraine, c'est Trump. C'est même pas Obama. Donc voilà, le débat est lancé. Trump, Troisième Guerre mondiale ou pas? Déjà, je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'on est en Troisième Guerre mondiale. Parce que Troisième Guerre mondiale implique le monde entier. Alors certes, il y aurait une faible implication de la Corée du Nord, peut-être. Mais il n'y a pas de soldats encore américains. Ça, ça reste le truc. Et il n'y a pas encore de combat en Asie. Ah, c'est sûr que si à Taïwan, là, on pourra parler de Troisième Guerre mondiale dans le sens que tu sous-entends. Parce que là, il y aura Ça des va arriver conflits vite. à plein d'endroits. Mais un jour ou l'autre, ça va se tendre. Hein, ça, c'est certain là-bas. Mais oui, c'est beaucoup de conflits régionalisés qui sont encore de relativement faible intensité. Parce que la Syrie, ça fait déjà 10 ans, non, 11 ans, 13 ans, pardon. Ça fait déjà 13 ans, sans compter Israël. Alors là, Israël et Gaza, n'en parlons pas. Sans compter tout le reste, on est sur plein de petits conflits qui sont forcément tous imbriqués les uns aux autres. Mais au bout d'un moment, bon, espérons que ça n'aille plus loin. Mais par contre, je pense que la Russie va se réimbriquer, mais par la force indirectement du côté positif pour la Russie, à l'Occident, quand les Occidentaux vont se mettre face à la Chine. Ça, c'est certain qu'ils vont appeler Poutine, se mettre à quatre pattes et donne-moi du gaz russe. Mais les Russes, ils vont pas se... Tu vois, c'est pour ça que je pense que le conflit avec la Russie va s'arrêter de façon dans très peu de temps, espérons, dans très peu d'années, espérons l'année prochaine. Mais c'est pour aller de plus belle autre part, de toute façon. Mais je pense que la Russie va faire la même chose que la Chine à ce niveau-là. C'est-à-dire être en entre-deux et profiter de ce qui se passe aussi. Oui, bah, la Russie n'a pas à faire, comme en Syrie, elle n'a pas à faire la guerre à la place des autres. Si les autres ne veulent pas le faire, chaque pays y trouve effectivement son intérêt. Mais oui, quand je parlais de Troisième Guerre mondiale, je ne parlais pas un déchet, que ce soit, oh, j'arrive pas à trouver le mot ce soir, un déferlement, mais c'est plein de petits conflits de basse intensité. Je pense que même si Trump ne veut pas un conflit militaire, ça n'empêche que tout est en place pour que ça le fasse après. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Et que évidemment les Américains vont faire comme en Europe, et ils vont envoyer d'autres à la place faire leur boulot. Espérons que ceux qui sont dans l'Asie du Sud-Est le comprennent. Mais en Syrie, j'en reviens, mais même c'est pas pour parler de la Syrie, c'est que tu as énormément de différents djihadistes qui y sont, dont beaucoup qui viennent d'Asie centrale. Beaucoup. Et Tu ça, parles de la Syrie, là? En oui, Syrie, non, actuellement? les gens qui sont là-bas, je parle pas des Syriens. Je parle de tous ceux qui viennent d'Asie centrale, de tous les pays d'Asie centrale, de l'ex-Union soviétique. Et il y en a quand même pas mal. Comme du côté ukrainien. Oui, encore plus en Syrie, mais ils venaient de là, entre parenthèses. Ils étaient passés par là. Il y avait déjà des liens depuis très longtemps. Et donc ça, c'est un des éléments que
nos amis américains vont utiliser. Ce n'est pas pour rien. Alors après, tout dépend en fait de ce qui va se passer aussi en Azerbaïdjan. S'ils restent tranquillou ou si ils rentrent dans la vibe. Mais je pense que certains veulent garder leur pouvoir, mais on a vu que les pouvoirs pouvaient facilement vaciller dans certains pays. Maintenant, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Mais ça a déjà été le cas. Quand il y avait la guerre dans le Caucase, ça passait bien par la Géorgie. On savait bien que c'était les Américains qui étaient là en manœuvre et les Anglais, entre parenthèses, comme toujours. Donc, certains seront, peut-être pas trop, mais certains seront tentés de relancer cela. Trump, lui, il va utiliser les armes des sanctions, des taxes, etc. C'est ce qu'il va faire. Et c'est plutôt son arme, mais ça veut pas dire qu'une fois que Trump s'en va, son héritage, entre guillemets, si tant est qu'on peut lui donner déjà un blanc-seing, puisse lui survivre, que ce soit démocrate ou républicain, puisque l'État profond, il va pas le... On verra bien ce qui va se passer. Hein, mais l'après-Trump, c'est quand même assez loin. On n'a pas beaucoup de données aujourd'hui pour l'imaginer, l'après-Trump. Mais sur ce que tu dis, sur les armes de Trump, au niveau géopolitique, avec la politique des taxes, un pays comme la Russie, aujourd'hui, est très résilient, parce que ça fait depuis 2014, quand même, qu'il y a des sanctions. Oui, mais c'est pas l'effet direct, Valentin. Imagine qu'il part en guerre directe. Imagine, hein, parce que moi je pense que... Ah ouais, alors tu parles d'une guerre chaude. Non, attends, je vais pas terminer ma phrase. C'est pas le, bien que il est en négociation, donc évidemment il est dans l'excès pour arriver à un juste milieu. Mais imagine qu'ils mettent, parce que la Chine ne veut pas céder, et qu'ils mettent des droits de douane très importants, ce qui fait que ça réduit l'activité industrielle de la Chine, ça réduit la consommation de pétrole de la Chine, ça réduit les rentrées fiscales aussi de la Chine, donc ça a une incidence sur la Russie, sur les rentrées fiscaux en Russie, et donc ça a une incidence quand même sur le budget de l'État. Même si certains fantasment en pensant que la Russie c'est qu'une station-service, etc., ça a quand même une incidence. La question c'est, va-t-il mettre ses droits de douane avant ou après la fin de la guerre américaine, et donc dans le cas précis, peut-être même, enfin les Européens pensent qu'ils vont pouvoir la continuer, mais ils fantasment, en Ukraine. Si c'est après, c'est des questions économiques, il y a toujours peut-être des soucis, mais c'est moins grave. Mais si il y a toujours le conflit en Ukraine et il y a ça qui arrive, c'est pas la catastrophe, mais c'est pas très confortable non plus. De toute façon, ils arrêtent d'importer déjà depuis la Russie. Tu parles de la Russie ou de la Chine? La Chine, si la Chine ne peut pas... Oui, mais ça l'emmerde aussi. Bon, ça, après, c'est normal, c'est du protectionnisme à l'extrême à certains moments. Mais ça l'emmerde aussi parce que derrière, ils vont avoir une inflation. Tout dépend du secteur, évidemment, mais ils vont avoir une sacrée inflation et ça va pas non plus les rendre heureux. Oui. Parce que oui, ça va développer le secteur en interne, mais c'est comme les voitures chinoises qui sont super subventionnées en Chine. Un jour ou l'autre, forcément... faut qu'ils s'impliquent dès maintenant avant que ce soit très compliqué de revenir, par exemple, sur le marché européen pour les Chinois. Pour ça, je suis moyennement d'accord. C'est que les sanctions, ça n'a jamais marché. Et en l'occurrence, rajouter des taxes, c'est comme tout, monopole commercial, ça finira par s'effondrer un jour ou l'autre. Et c'est juste repousser le problème à plus Oui, mais loin. je parlais de temporalité. Je dis pas que des sanctions fonctionnent en particulier sur des grands États. Des États continentaux comme la Russie qui pourrait, si elle voudrait, vivre en autarcie intégrale. Mais c'est pas ça. C'est que il y a toujours quand même des soucis à court et moyen terme. À long terme, tu arrives à retrouver plus ou moins, surtout aujourd'hui, il n'y a pas un retour en arrière de la mondialisation. C'est que la mondialisation va se régionaliser, ce qui est tout à fait logique. J'ai toujours été, moi, un partisan de l'école de la géopolitique des blocs. C'est pour ça que je parle toujours de la maison européenne, maison commune, comme l'avait parlé Vladimir Poutine dès qu'il est arrivé d'ailleurs au pouvoir, de Vladivostok à Lisbonne, et pas l'inverse, parce qu'il y a une logique de l'union de ces deux parties du continent eurasien. Mais à long terme, je suis d'accord avec toi, mais à court terme, ça peut quand même poser. Alors, c'est que des suppositions, on n'y est pas encore. La Chine a une arme atomique, on va dire, financière. C'est elle qui détient le principal détenteur de la dette américaine. Elle vend du jour au lendemain tout sur le marché. C'est l'effondrement de l'économie américaine du dollar. Bon, là, on part en guerre tout de suite, parce que c'est l'effondrement de l'économie américaine. Donc, chacun a des armes assez importantes. Donc, on va voir comment ça va se développer. Pour nous, en Russie,
effectivement, notre objectif, nous, c'est l'Ukraine, que cette guerre se termine au mieux. Alors évidemment, il faut rappeler, peut-être les gens ne l'ont pas vu, mais il y a eu une réunion il y a quelques jours avec les vice-gouverneurs des régions de toute la Russie. C'était une sorte de grande conférence, masterclass pour préparer justement après la fin de la guerre. Et la ligne qui a déjà été donnée, c'est de recentrer le discours pour les prochaines élections, justement sur ce qui sera. Alors, le contenu n'a pas été indiqué, on n'y est pas encore évidemment, sur le contour de la victoire, hein, mais c'était bien quand même d'indiquer qu'il y aurait des gens qui seraient insatisfaits parce qu'on aurait trop demandé, c'est-à-dire encore la petite partie de Liberalny qui existe, et le côté, ce que moi j'appelle les turbo-patriotes, qui sont jamais contents, et qui demandent toujours qu'il faut utiliser justement la bombe nucléaire sur Kiev. Voilà, on a toujours ces deux un peu extrêmes du bord politique. Et moi, ce que je vois, c'est j'ai perdu. J'étais en train de penser en fait que Simon avait pas assez parlé. J'allais lui donner la parole. Bon, vas-y, reprenez. C'est un discours. On n'a pas de script, donc on dit ce que je reviendrai. Je te recouperai la parole, Simon. D'accord, tu as raison. Moi, c'est que j'ai beaucoup de mal en fait à intervenir quand quelqu'un parle, parce que j'ai été élevé dans un village en Corse. On faisait pas ça, on coupait pas la parole aux adultes. Alors moi, les paroles des adultes, ils parlent. Je laisse pas. Mais c'est quelque chose effectivement qui se travaille. Non, là, je vais mettre les socialistes français en PLS. Mais vous voyez, moi, j'espère qu'il n'y aura pas de guerre mondiale parce que ça va éclater le bull run sur les cryptos en cours. Alors, voilà, je les vois déjà en France, putain, on parle de la guerre et l'autre, il est là avec ses cryptos, là, l'argent. Oui, mais j'y pense aussi, voyez-vous. En plus d'épargner des vies, eh bien, on épargnerait le bull run crypto. Donc, ça a son importance également. Une question, alors c'est pas moi qui suis censé les poser, mais ça, c'est une question que j'ai depuis longtemps et je pense que vous serez capable de me répondre. Quelque part, la pire chose qui pouvait se produire pour les intérêts américains, c'était de créer la création d'un axe Moscou-Pékin. Et je me suis toujours dit qu'il ferait tout ce qu'il pourrait de façon à éviter ce rapprochement-là. Et surprenamment, bien à partir de 2022, vraiment de manière active et peut-être avant en coulisses, mais bon là je ne sais pas, bien ils n'ont rien fait pour l'empêcher. Au contraire, j'ai l'impression que volontairement ou non, ils le favorisaient. Et je trouve que c'est assez désastreux pour eux et je ne comprends pas qu'ils l'aient fait. C'était pas plutôt éloigner l'Europe de la Russie l'objectif? Je suis d'accord avec Valentin. L'Europe n'était pas très menaçante, hein. Non, mais l'Europe n'était pas très menaçante. Quelque part, une Europe proche de la Russie, c'est une Europe qui peut avoir une certaine indépendance de l'hégémonie américaine. Mais ils avaient le choix. Ils pouvaient pas tout faire en même temps. Ils peuvent pas tout faire en même temps. C'est pour ça qu'ils se sont cassés de l'Afghanistan à toute berzingue, parce qu'ils préparaient déjà la guerre en Ukraine. Et donc, ils peuvent plus de front. Ils ont plus les moyens et ils ont même des problèmes de recrutement dans l'armée. Donc, l'inclusivité, ça fait beaucoup de choses. Et donc, le fait qu'ils ont dû choisir. Et des fois, faut pas non plus. Tu sais, les plans américains, c'est une bonne chose. Beaucoup des néoconservateurs américains, ils sont tous majoritairement russophobes parce qu'ils ont tous une histoire familiale qui est liée à l'Europe de l'Est et une haine qu'ils ont de la Russie. C'est quelque chose qui relève chez certains de la psychiatrie et pas du tout même de la géopolitique pure. Et puis, il ne faut pas soupçonner la connerie humaine et l'importance du conflit inter-oligarchique aux États-Unis, c'est-à-dire leur politique interne. Et ils ont fait des erreurs, oui, effectivement. Alors, ils ont gagné parce qu'en Europe, il fallait détruire et soumettre un peu plus l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne. Ça a été fait, hein, Nord Stream, etc. Ok, on le voit bien. Même le prochain qui veut être chancelier, il veut faire encore plus que son maître, ouais, en envoyant ces fameux missiles Taurus. Donc, ils ont fait l'erreur. Ils ont fait l'erreur en pensant que j'en arrive à croire. Si Bruno Le Maire l'a cru, je pense pas que Biden soit plus intelligent que Bruno Le Maire. Et s'il a cru qu'il pouvait mettre à genoux la Russie, je pense qu'ils ont cru véritablement parce que les conservateurs, ils sont quand même assez influents. Ils sont bipartisans. Ils sont aussi chez les républicains. Et donc, je pense qu'ils ont fait cette erreur-là en pensant que la Russie allait s'effondrer au bout de quelques mois, un an au maximum.
et qu'ils auraient le temps de passer après au suivant. C'est quand ils sont allés en Irak, ils pensaient qu'ils allaient être accueillis avec des fleurs et qu'ils allaient passer à la Syrie tout de suite. Bon, ils ont quand même réussi la Syrie au bout d'un certain nombre d'années, mais pour autant, ça n'a pas fonctionné. Et même si la Chine n'est pas 100% avec la Russie, parce qu'elle défend ses intérêts, ça n'empêche quand même, chacun sait très bien que s'il y en a un qui tombe, l'autre tombera après. Donc, il y a une entente compréhensible sur les objectifs américains. Donc oui, ils ont fait des erreurs. Les Américains font des erreurs et c'est pour ça. Mais malheureusement, vu qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent une réponse coordonnée, puisque la Chine ne vient rentrer véritablement dans le jeu politique international que il y a très peu de temps. Ils ont fait que de l'économie jusqu'à très récemment. Et la Russie demandait qu'ils s'engagent. Bon, aujourd'hui, ils sont engagés, ils n'ont plus trop le choix de toute façon. Donc moi, je pense qu'ils font des erreurs. La Russie aussi fait des erreurs des fois, mais pour autant, ils ont fait une erreur pour faire marche arrière, ça va être très dur. Quand on en est certains sur les réseaux, oui, alors Trump va donner toute l'Ukraine à la Russie, puis la Russie va lâcher la Chine. Oui, bien sûr, hein. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que je suis tout à fait d'accord avec Valentin, c'est que l'objectif premier, d'en profiter, d'ailleurs Trump l'avait vraiment évoqué dès les sanctions contre Nord Stream 2 à l'époque, c'est vraiment que de couper l'Europe de la Russie. Et là, ils ont gagné, mais complètement. Oui. Il n'y a plus d'entreprise en Allemagne qui est l'industrie, si on peut dire, ne serait-ce que uniquement l'industrie européenne, ça se résume à l'Allemagne. Et en fait, effectivement, quand tu vois, soit à la Chine que tu sais qu'ils vont te concurrencer et qui sont déjà en train de jouer contre toi, et de l'autre côté, l'Europe, où tu vois tous les débiles qui sont à la tête du pouvoir et que tu sais très bien qu'ils vont venir te lécher toutes les parties du corps dans très peu de temps pour avoir ton gaz hors de prix et tout le reste, c'est logique. Et par contre, ils ont totalement gagné. Et les Européens, ce sont ceux qui ont perdu. Dans la géopolitique américaine, leur obsession, ça a été évidemment le containment. Ils ont essayé de le contrôler dans les années 90. Primakov est arrivé. On oublie beaucoup Primakov, mais c'est lui qui a tracé la ligne géopolitique qu'a repris Vladimir Poutine et qui après l'a développé après avoir été, comme beaucoup de gens dans l'élite russe, des fois assez naïfs vis-à-vis de l'Occident. Il en est revenu évidemment aujourd'hui et s'en expliquer. Mais à l'époque, il n'y avait pas à être naïf. Quand tu avais, merde, j'ai perdu le nom. Quand tu avais en même temps Chirac, tu avais Schroeder, tu avais Berlusconi à l'époque, il n'y avait rien en Europe, du moins, qui laissait prétendre à un éloignement de la Russie et profiter. Certes, ils ont corrompu les élites en Russie et dans tous les pays de l'URSS, mais d'un coup, ça s'est quand même vachement éloigné quand on a eu les socialistes en particulier qui ont été au pouvoir. C'est ça être naïf, Thomas. C'est que quand j'ai parlé de la naïveté, quand tu vois depuis le nombre d'années, la Russie, c'est le pays des extrêmes. Et tu as une extrême, des fois justement sérieux, et dans la vision géopolitique mondiale, et en même temps, tu as individuellement, chez les mêmes personnes souvent, d'ailleurs, quand on connaît les Russes, vous savez très bien qu'il y a des fois une bipolarité chez eux, et tu as en même temps une dichotomie, si l'on veut, et tu as en même temps cette forme de naïveté qui est en fait presque de la bonté, et ne pas voir que ça faisait des dizaines d'années qu'il y avait un social engineering sur les futures élites avec les instituts divers et variés, ce que moi j'appelle le parti américain, et qui montait au fur et à mesure au pouvoir, et que ça allait arriver un jour et un autre. Et quand tu es effectivement dans un État qui a encore des couilles, tu ne penses pas qu'en face de toi, tu as des gens qui peuvent sinon je vais être trop grossier, qui peuvent se faire avoir. Et donc, ça a été aussi en partie une surprise, mais quand même, c'est votre pays, vous le défendez pas. Bah non, puisque je m'appelle Scholz, je m'appelle Hollande, je m'appelle ce que vous voulez. Enfin, ça a commencé sous Chirac, hein, mais bon, mais véritablement l'accélération, d'ailleurs, entre parenthèses, avec Juppé, avec l'OTAN. Mais c'est pas Sarkozy qui a fait pire, lui. Mais bon, enfin, de toute façon, ils font pire au fur et à mesure. Donc, c'est ça, quand je parlais de naïveté, c'est de pas voir ce qui allait, ce qui pouvait arriver. Est-ce qui pouvait arriver? Et aujourd'hui, je pense que ça y est, la douche froide est passée. Poutine, on lit ses déclarations publiques, on le voit très bien. Quand on parle de l'Ukraine, il n'y aura pas de Minsk 3. C'est évident. Quand il parle de cessez-le-feu, là, il fantasme en Occident. Ils pensent qu'ils peuvent imposer, on va dire, ils pensent que les Européens peuvent imposer leurs conditions.
mais vous n'êtes rien. Washington peut encore négocier, et encore. Trump se croit aussi un peu trop en position de force, plus qu'elle ne le pense également. Mais c'est ça, quand je parlais de naïveté, c'était ça. C'était pas le fait que y avait une idylle et puis du jour au lendemain. Des fois il y a des évolutions qu'ils ne voient pas. Et je pense que sur le cas de la Syrie, beaucoup savaient exactement ce qui allait se passer. Mais certains, à certains niveaux, peut-être, ne faisaient pas remonter l'information où il le fallait parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites et qui auraient dû être faites, quoi. Donc, maintenant, tu ne peux pas non plus faire la guerre à la place d'autres personnes. Mais oui, le containment, c'était la division, le contrôle, ils n'ont pas réussi. Primakov est arrivé, Poutine est arrivé, une divine surprise. Après, il y a eu la politique effectivement de containment, donc qui avait déjà commencé, mais qui a été accélérée, la politique donc de terrorisme, ce qui se passait dans le Caucase, etc. Et aujourd'hui, ils sont dans la politique qu'on appelle de découplement, parce que évidemment, sans le gaz russe, l'Allemagne c'est rien, et sans l'Allemagne, l'Europe économiquement c'est rien. Après, on peut juger, mais globalement, on va simplifier, c'est ça. Et là, ils ont réussi. Je pense qu'on est tous d'accord. Ils ont réussi. Leur objectif principal était ça. Après, en Ukraine, ils s'en foutent. C'est faire le plus de mal à la Russie. C'est la seule chose qui les intéresse. Ce pourquoi je ne pense pas que la plupart des sanctions seront levées. En tout cas, peut-être les Américains, parce que ça arrangera peut-être pour leur économie, mais les Européens, dans leur orgueil, ne le feront pas. Ils seront incapables de le faire. Et on le voit bien, ils ne veulent pas céder un seul pas. Quand il y a des pays qui votent mal, comme la Roumanie, on voit bien les limites de la démocratie occidentale. La quoi? Là? En Roumanie. Oui, la Roumanie, je connais le pays, merci. Je suis bon en géographie, mais pas en littérature. C'est quoi ce mot? La collection rose, c'est la collection rose en fait. Les sanctions, ça a quand même ses limites parce que la politique américaine n'est pas toute puissante. Il y a quand même des pays qui sont pas parfaitement alignés. Je pense par exemple au vol pour venir en Russie. On peut quand même venir en Russie. Il y a la Turquie qui marche sur un fil au niveau géopolitique, mais qui garde le cap. Et les sanctions, ça montre quand même ses limites. Comme me disait un député à la Douma, francophone, il me disait la Turquie, Erdogan c'est un salaud, mais c'est notre salaud. Et oui. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais pour les moscovites peut-être, il y a l'université qui est l'équivalent de Sciences Po à Moscou, le MGIMO. Et j'ai visité l'université l'année dernière pour voir une conférence d'ailleurs d'un Français qui dressait un petit peu un bilan de la situation franco-russe. Et il y a un long couloir dans lequel il y a des tableaux de toutes les personnalités qui sont passées par le MGIMO en tant qu'étudiants, souvent pour faire juste un semestre. Et donc, j'ai vu Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac aussi. Et c'est fou, hein, on se dit que c'est un autre monde, on a tellement basculé dans autre chose. Et il y a Erdogan. Erdogan, il est venu à Moscou étudier à l'université. J'imagine qu'il était jeune, hein, donc il logeait à l'Obchegitier. Enfin, il a été dans le monde russe. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est plutôt, en bonne relation avec la Russie malgré tout. Parce que l'air de rien, nous en France, notre ennemi juré, ça a toujours été l'Angleterre, et pour les Russes, ça a toujours été les Ottomans quasiment. Ouais. Les Ottomans, il y a plus de haine en Russie, on ne ressent pas de haine envers les Turcs. Contrairement où il reste toujours une certaine haine vis-à-vis de l'Angleterre ou de l'Allemagne en France pour de différentes raisons. La perfide d'Albion. Ouais, bonne ou mauvaise, ça vous de juger. Mais c'est vrai que c'est un petit peu comme la Chine. D'ailleurs, il y avait eu des conflits avec les soviétiques, la Mandchourie, tout ça. Bon, voilà, je vais pas refaire l'histoire. Mais tout ça, c'est perdu parce que tout est revenu à la normale. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui a aidé le fait qu'il ait déjà vu le monde russe. Et puis surtout que Poutine l'a sauvé, surtout d'un coup d'État aussi. Puis on est sorti aussi, bien qu'on y reviendra, mais pas sous la même forme, mais on est sorti des conflits idéologiques. Il y en avait quand même si souvent, des fois, la religion, l'idéologie, c'est une surface pour les intérêts plus basiques d'un État, l'accès à l'énergie, etc. Bon, le classique dans le monde. Mais pour autant, ça avait quand même une influence. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus ou moins sorti de cela, du moins pour les chefs d'État conséquents. Et ça permet effectivement des alliances sur certains points et puis des fois des affrontements sur certains autres avec les mêmes puissances. Et ça, effectivement,
certains ne comprennent pas, puisqu'ils sont toujours beaucoup dans l'émotion. C'est ce que les médias essayent d'entretenir. Alors, je le répète, la géopolitique, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, il y a pas de, c'est les idéologies, la politique, la religion sont des éléments à prendre en compte dedans. Mais c'est pas l'élément moteur. L'élément moteur, c'est simplement les intérêts froids et d'équilibre ou de domination. Ça dépend effectivement. Là, par contre, ça dépend parce qu'on est tellement rentré dans une idéologie débile dans certains pays, parce il faut dire ce que c'est, hein, où la connerie est vraiment plus importante que la raison, où justement tu vas faire l'inverse. Tu regardes la France, je pense qu'on est peut-être le meilleur pays à ce niveau-là. Dis-moi certaines actions du gouvernement, dans quel intérêt, pas d'intérêt pour la France. Au contraire, c'est l'intérêt de certaines personnes. Et c'est illisible à ce niveau-là quand même. Quand tu regardes tout ce qui a été fait, que ce soit en politique interne, des ventes d'entreprises d'État par exemple, si on doit citer des cas économiques, certaines actions qui ont été faites dans d'autres pays comme en Afrique, où on peut remettre quand même en question la présence française dans certains coins, je te pose la question vraiment de l'intérêt là-dedans. Parce que oui, les intérêts dans les États-Unis, c'est flagrant, que ce soit des républicains ou des démocrates. En Russie, en Chine, en Turquie, encore plus, c'est flagrant. Mais tu as les pays comme la France, excuse-moi, mais quel intérêt? Là, c'est la débilité, la bêtise en premier. Oui, mais faudrait-il qu'il y ait une élite qui ait conscience qu'elle fait partie d'un pays? C'est ça le problème. Et quand tu as des éléments qui font partie du parti américain et les autres qui suivent par convenance, oh là, qu'est-ce qui se passe à Minsk? C'est la Troisième Guerre mondiale, justement. Ça y est, il y a un missile qui est parti. Il a envoyé... Il arrive sur qui, Paris? Loukachenko l'a envoyé sur la Pologne. En direct, les amis. Il y a des gens qui comprendront ce qui se passe dans ces moments-là. Il y a des gens qui vont reconnaître ce bruit-là, qui les hante la nuit quand ils dorment. Oh putain, non, mais là, j'aimerais que ça soit... C'est quoi? C'est une alarme sur ton smartphone parce que ça franchit un seuil, le Bitcoin? C'est des alertes sur TradingView et il y a, je sais pas ce qu'il y a comme les cryptos qui baissent. C'est ce que je pense. Ouais. Vends ton Solana, vends. Il y a des du rouble, du rouble. On vient choper les niveaux. Du coup, si tu veux, j'ai des shitcoins pour toi. Et toi, du coup, Simon, qu'est-ce que tu en penses par rapport aux cryptos? Toute cette instabilité, c'est plutôt favorable aux investisseurs pour les crypto-monnaies? Alors, tu sais, l'instabilité, elle n'est pas bonne pour l'économie en général. Peu importe le type d'instabilité, l'investisseur, il a besoin de lisibilité et de confiance pour investir. Après, il y a le facteur Bitcoin qui peut, dans certains cas, en tout cas, jouer son rôle initial, celui de réserve de valeur et de protection. Ouais. Il l'a joué parfois. Et aujourd'hui, ça c'est des choses récentes et puis qui nous parlent directement, puisque c'est Vladimir Poutine la semaine dernière qui disait que personne ne pouvait contrôler le Bitcoin. Donc il était finalement favorable, si ce n'est au crypto, du moins à Bitcoin. Et il y a une proposition de loi à la Douma, arrêtez-moi si je me dis des bêtises, qui propose, comme les Américains, de faire rentrer Bitcoin dans les réserves stratégiques de la Russie. Et le ministre des Finances, effectivement, qu'on a parlé il n'y a pas longtemps. C'est énorme. C'est toujours en Russie la banque centrale, comme partout dans le monde, qui sont contre les crypto-monnaies, le Bitcoin, et le ministre des Finances en Russie qui est pour. En Russie, c'est ça, c'est le ministre des Finances contre En même temps, tu as une guerre aussi, banque centrale qui est un peu à part aussi. Tu as une lutte en interne aussi. Oui, mais idéologiquement, bon, bref, oui. Mais on parle de Russie, on va jusqu'au bout. Oui, on simplifie pour les gens, c'est parce que c'est vrai qu'après, vous pourrez faire une émission sur les histoires du tout Moscou, on va dire. Ouais, non, mais l'écosystème crypto, il est quand même compliqué en Russie. Toutes les grandes plateformes où on peut acheter des crypto-monnaies, elles sont pas accessibles en Russie, ou alors c'est des versions russes qui sont pas interconnectées avec le reste du monde. Comment c'est possible qu'elles soient pas interconnectées? Je t'avoue que moi, je n'ai pas regardé le système russe à proprement parler. Les changeurs peut-être, mais encore ça se fait ça se fait en peer-to-peer maintenant, mais
Parce que manuellement. forcément Ouais. que les Russes peuvent avoir accès aux mêmes choses que nous via la blockchain. C'est pour ça que je pose une question. Parce que c'est vrai que je suis d'accord avec toi, qu'en Russie, ils commencent petit à petit, mais c'est beaucoup plus bureaucratique, je trouve, à ce niveau-là que la Biélorussie. Simon, tu peux nous refaire un état des lieux de la situation crypto en Biélorussie qui est plutôt positive, je crois. Ah bah c'est un des pays au monde les plus favorables aux cryptos en fait. Et c'est amusant comme le reste du monde voit le Bélarus comme un pays soviétique rétrograde, alors qu'en fait on a une politique qui est plus pro-crypto que la majorité des pays européens, je pense même la totalité des pays européens. Déjà par l'absence de taxation sur les plus-values crypto, y compris d'ailleurs pour le minage de crypto-monnaies. Je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de mineurs qui soient installés au Bélarus, parce que c'est pas l'électricité qui manque ou L'énergie. l'espace. Oui, pas l'énergie qui manque, L'énergie. pas l'espace. L'énergie, hein. Et ensuite, il y a l'absence d'imposition. Ces dernières années, quand je dis ces dernières années, c'est les deux, 3 dernières années, j'ai vu quand même des drôles de lois passer, hein. Je serais pas tout à fait objectif si j'en parlais pas, puisque l'an dernier, on a eu droit à une loi qui interdit l'échange de peer-to-peer, c'est-à-dire d'une personne à un autre. Je suis censé m'envoyer des cryptos à moi-même. Mais alors déjà, ça défie la raison d'être d'une valeur comme Ouais. Bitcoin, puisqu'on ne peut plus la transmettre. Et aussi, c'est une loi qui n'est juste pas applicable. Parce qu'un numéro de wallet non-custodial, un wallet privé, tu ne sais pas à qui il appartient. Donc, c'est bien d'avoir une loi, hein, mais elle est absolument inapplicable. Récemment, il y a de nouvelles lois qui sont passées qui, elles, viennent à limiter le droit pour les nationaux et les résidents biélorusses d'acheter, en fait, de faire cette conversion des fiat vers les cryptos en dehors des changeurs nationaux. Bon, pour ma part, ça me gêne pas, ça me choque pas. C'est quelque chose qui est tenable. L'autre, par contre, elle est difficilement tenable. Donc, c'est un pays, oui, qui est très pro-crypto, mais quand même avec quelques lois un peu, trucs un peu bizarres, quoi. Donc, quand tu dis changeurs nationaux, ça veut dire que c'est comme si l'État régulait Ou avait un droit de regard, quoi. un droit de regard, voilà, sur les gens qui achètent des crypto-monnaies au Bélarus, c'est ça? Bah, en fait, c'est la même chose. En France, on a je sais plus comment ça s'appelle, la certification PSAN, voilà, certification PSAN, qui fait que bien l'État, les services financiers peuvent accéder à ce que tu fais sur des plateformes autorisées PSAN, comme Binance par exemple en France. Ben, en fait, ils veulent faire la même chose avec un droit de regard sur la plateforme nationale. Ce qu'ils veulent, c'est que quand tu as des roubles, des dollars ou ce que tu veux et que tu vas les changer en crypto, tu le fasses sur des plateformes nationales sur lesquelles effectivement ils ont une visibilité. Parce que si tu le faisais sur un échangeur sud-coréen, bah, ils y verraient que du feu. Cela dit, vu les sanctions en place, la possibilité que tu as d'envoyer tes roubles biélorusses sur Binance ou Coinbase ou ce que tu veux, c'est juste impossible. Donc, d'un côté, la loi, elle est appliquée de fait. Mais bon, voilà, elle est actée aussi. Parce que l'air de rien, du coup, la Troisième Guerre mondiale, elle passe aussi du côté monétaire en même temps. Donc c'est excellent, je pense, de parler de ça. Je Parce trouve que... excuse-moi Thomas, vas-y. Non, vas-y, t'avais l'air extrêmement à fond sur le sujet. Mais forcément, si vous me balancez sur les crypto-monnaies, je trouve qu'on vit une époque assez formidable. Alors évidemment, il y a des guerres, et ça, c'est pas formidable. Mais au niveau de l'ouverture qu'il y a en termes de liberté individuelle, en France, peut-être les gens ne s'en rendent pas compte. Mais aujourd'hui, je peux faire quelque chose qui était absolument impossible il y a quelques années en arrière. Je peux maintenant, là, je prends mon téléphone et j'envoie de l'argent à Valentin. En une seconde, il va le recevoir. Et il va le recevoir, ouais, il n'est pas contre. Il va le recevoir avec des frais ridiculement faibles. Imaginez. J'ai rien reçu encore. Moi non plus. Parce que les frais sont faibles, Valentin. Ça met du temps. Imaginez sans les cryptos, depuis mon compte français, si je veux envoyer de l'argent à Valentin à Moscou. Bah, voilà. Ouais, très bon argument. Et tout ça, en effet, avec aucun droit de regard de personne. Personne d'autre ne sait. Et personne d'autre n'a le droit de m'autoriser ou m'interdire à le faire. Merveilleux. Mais alors là, du coup, personnellement, j'ai pas testé, mais admettons qu'en Russie, on reçoive de l'argent sur un wallet en crypto. Est-ce qu'on peut ensuite basculer en rouble Facilement. Hormis en peer-to-peer, je crois qu'il n'y a pas le choix. Oui. Mais un wallet n'est pas, c'est comme un email, il n'est pas, enfin encore même mieux, il n'est pas lié à un pays de toute façon. Donc
Euh, Après, Bah, tu l'envoies, tu sais très bien quand on fait des grosses sommes, tu fais du peer-to-peer et je dirais pas dans quel pays où ils se trouvent. La plupart, ils se trouvent toujours, d'ailleurs, ils sont toujours dans l'Union européenne, mais ils le font plus automatiquement. C'est presque du manuel. Avant, tu mettais quelques secondes, allez, 30 secondes au maximum quand tu faisais t'allais sur un changer. Aujourd'hui, des expériences que j'ai eues de retour et puis ce que je peux faire moi, c'est entre 30 minutes et 3 heures pour avoir les sommes et tu les rends plusieurs fois. N'importe quoi, tu te fais. Moi, c'est je pas prends de ça de je parle. Toi, tu parles de la compensation. C'est-à-dire, tu as un wallet crypto à l'étranger, en Europe, et Mais non, mais pourquoi en tu Europe? reçois. Non, mais Pourquoi? bon, parce qu'il n'est pas en Russie, ton wallet. Sûr. Il est nulle part. T'as un wallet MetaMask, il est où? Il y a forcément attaché quelque part. Hein. Mais il n'y a pas marqué France, il n'y a pas marqué Russie sur MetaMask. Ah, mais Alors, derrière, c'est la question initiale, c'était comment les transformer en roubles. Et Ouais. il y a que mais vas-y, t'allais compléter, Valentin. Non, mais je parlais dans le cas pour les Russes, quoi. Pour les Russes, et moi, à ma connaissance, on peut pas faire ça, quoi. Des il y Russes a, qui... il y a des entreprises qui commencent à faire ça. J'ai eu des publicités ciblées sur Instagram. Pour preuve que les sanctions, ça marche bien. Parce que Instagram ne fonctionne plus en Russie. Et c'était par rapport Avec... à ça. Quand t'as pas de VPN, Oui, quand t'as pas de ça VPN, mais fonctionne avec un VPN. le VPN, c'est bon, c'est monnaie courante maintenant de toute façon pour ne serait-ce que déjà pour travailler en même temps et pour pouvoir mettre de la propagande russe à l'Ouest. Faut bien que la mallette du Kremlin serve à quelque chose. Et dans ce cas-là, il n'y a pas le choix maintenant. Et ces entreprises-là sont pas spécialement des plus légales parce que la Russie n'autorise pas, comment dire, l'achat-revente de crypto pour l'instant. Quand on voit que Poutine en parle, on a bien vu le décret, par exemple, sur le visa idéologique, ça a pris quelques mois avant d'arriver. Donc, et là, on touche à un système quand même économique qui est important pour les Russes, qui, même si les entreprises les utilisent beaucoup, il y a eu une entreprise chinoise qui avait été épinglée pour avoir envoyé de l'argent via des cryptos en Russie pour payer une entreprise. Mais j'avais pu rencontrer lors d'une conférence quelqu'un qui est PDG d'une boîte en Russie qui se spécialise dans les paiements via les cryptos. Donc ça m'avait intrigué, j'étais allé le voir parce que pour voir comment il faisait. Mais en fait, pour l'instant, il était en l'occurrence dans une grosse boîte qui suit de très près parce qu'ils sont même liés, comment dire, peut-être dans la future plateforme qui va être proposée, j'espère l'année prochaine, ce qui avait été plus ou moins dit par Vladimir Poutine. Mais tu vois que déjà, c'est extrêmement compliqué pour les grosses boîtes qui sont liées à la politique, donc qui ont entre guillemets un droit de regard sur ce qui est faisable dans l'année prochaine ou après. Mais c'est compliqué déjà pour eux. Il n'y a aucune possibilité hormis le peer-to-peer, surtout pour les Russes. Ah, vous voyez, Ouais, on ouais. parle Il de n'y a pas le crypto choix, et quoi. je reçois un message de Sylvain Marche qui nous dit que la course haussière ne fait que commencer. Sylvain qui habitait à Moscou, hein, il était l'un de vos voisins là, tous les deux. Et donc voilà, il nous dit Ah oui. la course crypto ne fait que commencer depuis Dubaï. Je repars. Non, mais c'est sûr que ça va être de plus en plus important, mais le rouble numérique, est-ce que ça va pas bloquer justement la continuité des crypto-monnaies classiques? Espérons Alors, que ça soit un pont. crypto-monnaie et monnaie numérique, je sais qu'il y a une différence. Ouais. Tiens, Valentin, est-ce que tu penses, Valentin, Simon, je voulais, excuse-moi, est-ce que tu penses que le rouble numérique, alors on va pas parler du contrôle, etc., machin, ça c'est comme un outil, ça peut ou ça ne peut pas l'être, peu importe, mais est-ce que tu peux considérer, étant donné que, j'imagine, tu as le rouble numérique, le yuan numérique arrive enfin celui-là qui pourrait être échangé, parce que les Chinois ont un gros problème avec le contrôle de leur monnaie, et est-ce que ça pourrait pas justement être un pont dans le cas de la continuation, parce que la Troisième Guerre mondiale, c'est aussi une guerre économique, c'est surtout d'abord une guerre économique, ça pourrait être pas justement le pont permettant faire des échanges internationaux sans passer, et puis le pont vers vraiment des cryptos, le Bitcoin, etc. Ou est-ce que tu crois que c'est deux mondes séparés et que c'est juste pour une utilité interne, et puis on va dire intérêt étatique, et on s'arrête là? Il y a quelque Comment tu chose vois la que chose, toi? les gens ne savent pas, en tout cas les gens qui ne sont pas versés dans la crypto ne savent pas,
c'est que des banques qui sont absolument anti-crypto, comme certaines grosses banques françaises, utilisent eux-mêmes des cryptos pour leurs transferts internationaux. Parce que le principe du virement SWIFT, le virement SWIFT, c'est un truc des années 70. C'est lent, ça coûte cher en assurance. Les banques, entre elles, utilisent les cryptos, la blockchain, en tout cas la technologie blockchain, pour transférer de l'argent. Donc, il n'y a pas de problème à la coexistence de monnaie de banque centrale et de crypto, puisque aujourd'hui, de toute façon, si on prend l'euro, ok, il n'est pas dans l'eurochain, la blockchain européenne, pas encore. Pour autant, il est très virtuel quand même. Donc, cette idée, si tu veux, que on a absolument besoin de nos banques centrales, de notre système SWIFT pour fonctionner. Non, aujourd'hui, on n'a plus besoin du système SWIFT pour fonctionner. Et on le voit bien avec les Français qui habitent en Russie, heureusement qu'ils n'ont plus besoin du système SWIFT parce qu'il n'y en a plus. Donc moi, quand il y a eu des sanctions qui ont été mises sur le système C'est SWIFT, faux, j'ai réussi à passer. tout à fait injuste. J'ai réussi à le faire à Swift. Tout à fait injuste. Il y a une banque qui mérite des sanctions. Plusieurs. Hein, Oui, mais ça, c'est normal. Tu avais reçu un virement de Gazprom, puisque, comme tu le sais, tu fais partie aujourd'hui des agents du Kremlin. Donc, tu as été sur la liste. Ouais, d'habitude, c'est Kalachnikov qui m'a envoyé de l'argent, mais bon, l'argent n'a pas d'odeur, et là, ça sent un peu le gaz, donc c'est pas grave. Bah oui, ça sentait le gaz, c'est ça. Donc moi, j'étais content qu'ils sanctionnent le SWIFT, parce que ça forçait à avancer, en fait. Ça forçait à avancer vers l'autre système logique qui le remplace. Il parlait d'avoir une monnaie des BRICS à un moment qui serait basée sur la blockchain. C'est tout à fait logique qu'une monnaie moderne soit basée sur la blockchain. Oui, mais je crois, Simon, que beaucoup de gens ont mal compris ce qui avait été dit. Alors, il y en a qui, dans les BRICS qui ne sont pas intéressés, il y en a qui sont intéressés, mais l'idée, c'était pas faire une monnaie unique, et puis il y avait plus de rouble, il y avait plus de yuan, etc. Ça, c'est n'importe quoi, personne n'a jamais dit ça. Mais je pense que c'était une monnaie d'échange pour les balances commerciales, dans les échanges pour supprimer, on va dire, le dollar. Ils en sont jusqu'à présent revenus dans les monnaies nationales. Mais je pense que la Chine n'est pas très, parce que la Chine a son propre projet, à mon avis, autour du yuan, régional d'ailleurs, parce que le monde, il s'en fout un peu pour ça. Mais que la Russie est encore justement dessus, sur comme tu disais, cette monnaie des BRICS. Mais en tout cas, le système peut-être sur la blockchain, comme ce que tu as indiqué, c'est ce que j'ai cru comprendre dans ils ont dit BRICS Pay, etc. Mais c'était un peu un effet marketing. Mais que l'idée était là, hein, c'était de mettre un système alternatif à SWIFT qui se base sur la blockchain. Et puis pour prendre un langage commun, on fait une sorte de monnaie commune, mais qui n'est qu'une monnaie d'échange et qui n'est pas ma question que j'ai toujours eue, c'est est-ce que ça va rester interétatique ou est-ce que ça peut être entre les mains des citoyens? Parce que si c'est entre les mains des citoyens, là, effectivement, c'est une révolution. Et est-ce que là, la domination du dollar est de prendre un coup, les Américains, on est vraiment dans la guerre économique, là, vraiment. Mais on a déjà quelque part cette monnaie. Ils peuvent en créer une parallèle, mais ils peuvent faire des transferts en Bitcoin. Elle est déjà là, cette monnaie. Aujourd'hui, il y a une maintenant, volatilité. Le Bitcoin, qui c'est qui va le contrôler? Personne ne va le contrôler. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Vladimir Poutine lui-même. Si la plupart des mineurs sont aux États-Unis et les nœuds sont aux États-Unis. Et si, juste pour faire chier, les Américains, ils vendent tous leurs fonds de réserve en Bitcoin pour faire tout effondrer. Tu vois, alors ça, c'est intéressant, Thomas. Ça, et dans tous les cas, tu vois, par exemple, la Chine et la Russie, effectivement, ce sont les deux bons pays des BRICS qui ont besoin de contrôler aussi leur monnaie parce que, en l'occurrence, 22 000 sanctions, tu as besoin de contrôler ta monnaie quand même et de pouvoir agir dessus. Ce sont pas, je sais pas moi, le dollar zimbabwéen qui vaut trop rien, et encore, même pire que ça. Mais tu vois, je pense que tu vois bien déjà que ça va être compliqué d'accepter, de faire accepter ce côté rouble numérique et utilisation des autres cryptos. Mais il faudra surtout pas que ce soit monnaie courante d'avoir quelque chose sur lequel ils ne peuvent pas agir. Et d'ailleurs, le rouble numérique, parce qu'il y en a plein qui détestent ce mot monnaie plus le mot numérique, c'est pas négatif comme tout. Hein, il y a énormément de positifs là-dedans, surtout maintenant. Je tiens à le préciser parce que j'en entends des gens en train d'écrire leurs commentaires. Là, le clavier, il tape dur. Tu mets le point sur quelque chose de vachement intéressant que j'ai vu passer et que je voulais évoquer, mais j'avais oublié. C'est qu'aux États-Unis, il y a Michael Saylor
qui propose de remplacer progressivement les réserves d'or américaines par des réserves de Bitcoin. Pourquoi? Parce que, je le cite, hein, il dit nos ennemis, donc la Russie, la Chine, l'Iran, tout ça, ont acheté énormément d'or. Si nous, on se met à vendre massivement de l'or, on va dévaluer leurs réserves. Et nous, en même temps, on fera des réserves de Bitcoin qui, elles, vont s'apprécier quand leurs réserves d'or sur lesquelles ils ont misé, leurs banques centrales ont misé, vont se dévaluer. Donc aujourd'hui, c'est pas Très trop malin. avec le Bitcoin qui voudrait le faire, mais c'est avec l'or. En fait, ils veulent faire un rug pull sur l'or pour les banques centrales des pays qu'ils disent nos ennemis. En tout cas, c'est ce que disait Michael Saylor. Et c'est sa proposition au Congrès, je sais plus trop quoi. Bah, la vraie question, c'est à l'heure d'aujourd'hui, qui sont les principaux détenteurs de Bitcoin? N'y aurait-il pas ce qu'on appelle les fameux fonds de pension américains dedans, 1%. qui maîtriseraient une part tellement importante, même si c'est pas majoritaire, qu'elle aurait effectivement une influence? Parce qu'on, alors on va dire il y a BlackRock, mais il n'y a pas que, c'est pas les plus importants d'ailleurs. Ils maîtrisent 1%. T'es sûr? Ils sont loin de... Alors, C'est là, je sais c'est pas. pas Parce que Satoshi le créateur qui a la majorité encore. je Bitcoin. crois que BlackRock arrive en ex-aequo ou quasiment ex-aequo maintenant. Mais Il n'y a pas que BlackRock. Mais c'est vrai ce que tu as dit sur les réserves. J'ai entendu ça, mais en ce moment, tu as même, je sais pas, tu as encore les, je sais pas si c'est la SEC ou je sais plus quoi, qui a demandé aux banques américaines d'arrêter toute transaction avec les crypto-monnaies. Bon, je sais pas à quoi ils jouent. Je suis pas allé au-delà du titre. Hein. C'est quelque chose Gary que j'ai lu Gensler, ce il matin. joue ces dernières heures. Hein. Il se l'a fait à la Biden. Ouais. Ouais. Je pense, oui. Je pense qu'il serait bien qu'il démissionne avant parce qu'il aurait des petits problèmes, à mon avis. Mais bon. Bah, c'est le genre de personne, tu le mets dans un fonds où il y a des bitcoins, et d'un seul coup, il devient bitcoiner. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein, Il à l'était mon par avis. le passé. Bah oui, c'est pour ça que je te dis, pour tourner sa veste aussi rapidement. Hein. Ouais. Et ces gens-là, c'est juste, c'est qui paye commande. Hein. Donc, mais dans le cadre de notre sujet qui était la Troisième Guerre mondiale, je pense pas qu'on a dérivé en parlant de l'économie parce que c'est important. Je pense que les gens en France voient avec la situation de l'emploi, la situation de l'inflation. Alors en Russie, on a aussi l'inflation, mais c'est une partie, c'est lié à l'économie mondiale et une autre partie, c'est lié même à des éléments internes. Je me rappelle j'ai échangé beaucoup ces dernièrement sur Telegram et tu as des gens qui ne comprenaient pas. Ils disaient oui, mais vous avez aussi de l'inflation en Russie. Je fais oui, bien sûr. On a de la croissance. Je fais bien sûr, mais la différence, c'est que l'inflation, de par la pénurie d'emplois, c'est l'inflation, par exemple les salaires qui sont d'abord augmentés et l'inflation, dans le privé, je parle, dans le public, c'est un peu différent. Et l'inflation qui suit derrière. En Europe, c'est l'inflation qui suit, les salaires ne suivent pas chez vous. Donc, la différence, c'est que vous avez, alors, ce qui va se passer après la Russie, mais bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Même après la fin de la guerre, il y aura quand même des ajustements économiques qu'il faudra faire. Et puis, on ne sait pas, on n'a pas les éléments. Quelles sanctions vont disparaître ou pas? Bon, on n'a aucun élément, donc on ne peut pas faire des plans sur la comète. Mais une chose, c'est sûr, c'est que quand tu compares ce qui est en Europe de l'Ouest, c'est que, on va dire, les courbes s'éloignent entre ce que tu gagnes et ce qui coûte. Alors qu'en Russie, plus ou moins, ça suit. Et puis, je pense qu'à Moscou, quand tu es dans le secteur privé, C'est encore plus fort. tu gagnes même mieux ta vie, à mon avis. Donc, Mais c'est ce que j'allais dire en sortant des chiffres. Alors, j'étais encore resté sur le salaire moyen de Moscou à 120 000 euros. Donc, grosso modo, on va arrondir 1 200 euros. J'ai vu il n'y a pas longtemps que c'était 151 000. Donc, plus ou moins 20%. Alors, 120 000, c'était peut-être sur, on va dire 20% sur 2 ans. Comme ça, on va faire large. C'est plus que l'inflation. Donc, à Moscou, c'est logique parce que le moindre livreur est aussi bien payé mieux payé même que d'autres dans des bureaux, etc. Parce que, comme tu l'as dit, c'est surtout la pénurie de main-d'œuvre qui impacte l'inflation durement en Russie. Les sanctions, certes, oui, mais on a un autre niveau. L'inflation aussi haute que j'aimerais évoquer, c'est que du fait qu'il y a tellement d'argent qui n'arrive pas à sortir pour investir autre part, que du coup, il y a trop d'argent aussi en Russie qui crée de l'inflation dans certains coins. On l'a vu avec, dans le cas des particuliers, on l'a vu avec le tourisme. Il était moins cher d'aller prendre un billet aller-retour à Antalya qu'aller à Sochi et que les billets, les réservations d'hôtels étaient moins chères ailleurs que d'être en Russie. Bah, c'est le moins gros cher problème que j'ai. c'est moins cher d'aller dans un hôtel. Alors, t'es pas obligé d'aller à 5 étoiles. Hein. Il y a des très bons 3 étoiles à Dubaï, mais c'était moins cher d'aller à Dubaï que d'aller à Sochi. Je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs. Après, Donc, Dubaï, ils ont fait exprès aussi que l'aviation coûte moins cher parce que là-bas, ça coûte une blinde.
Mais en l'occurrence, c'était surtout vis-à-vis de la Turquie où les Russes se représentent un quart, je crois, des touristes du pays. Et tu vois, la différence de prix valait mieux être en Turquie qui s'est tapé une sacrée inflation ces dernières années. Donc, parce que il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas encore assez d'investissement qui a été fait pour combler tout ça, malgré le Covid d'ailleurs, au niveau du tourisme, malgré tout. Bah, il y a dans le Kuban, puisque moi je suis dans le Kuban, donc il y a une sous-capacité hôtelière, mais évidemment ça ne pouvait pas prévoir. Puis en Russie, hein, les choses ne se font pas toujours comme ça devrait l'être, on va dire. C'est un peu des fois un peu le bordel et l'organisation à la va-vite. Mais il y a, par exemple, ce qui n'était jamais arrivé. Tu pouvais, quand tu es dans le Kuban, tu es à Krasnodar, tu laisses juillet-août pour les moscovites et les Saint-Pétersbourgeois, ou les gens qui viennent de Sibérie, tu les laisses tranquillement aller se griller sur les plages. Et toi, tu y vas avant, au mois de juin, ou tu y vas en septembre. Il fait encore beau. Bah, aujourd'hui, non, c'est que tu veux faire une réservation dans certains hôtels. Certains hôtels sont bookés 100% un an à l'avance. C'est pareil pour Krasnaya Poliana, c'est-à-dire la station de ski à Adler, à Sochi. On va dire, ils appellent ça comment, la zone urbaine de Sochi, parce que c'est Adler en vérité. Mais ça touche, c'est pareil, c'est la même chose. Mais ça aboutit que nous, hein, les habitants du Kuban, on a des difficultés pour aller prendre notre petit vacances en dehors, on va dire, de l'été, parce que y a des moscovites qui savent plus quoi foutre. Ils en ont marre d'aller à Bali, Dubaï et Antalya, donc ils disent on va peut-être aller à Sochi pour dépenser notre argent. Et on le voit parce que les prix même des locations, elles ont quand même beaucoup augmenté, beaucoup. Après, c'est logique, tu as Les exactement services, le même phénomène en France. Et d'ailleurs, quand on regarde le problème en Abkhazie, ça a été aussi ça. C'est qu'ils prévoyaient les Abkhazes n'étaient pas contents de développer leur tourisme. Mais c'est normal, c'est naturel. Et d'ailleurs, avec le Covid, ça avait déjà été le cas. Peut-être pas aussi fort de ton côté, je sais pas. Mais quand même, c'est logique. Si, parce que pendant le Covid, enfin la petite période, parce que à Krasnodar, ça a duré 15 jours. On a été enfermé 15 jours. 3 semaines, on ne pouvait pas sortir de la ville et après, c'était terminé. Disons, je voulais dire que tout était fermé, tu n'avais que le tourisme en interne qui existait. Oui, en interne. Alors, même en interne, il y avait des choses qui étaient interdites, mais on est en Russie. Donc, il y a la loi et l'application de la loi. Et puis, plus tu t'éloignes de Moscou, plus la loi on va dire, est un concept flou. Ce qui est, pour certains Européens, des fois déconcertant. Mais en même temps, c'est un élément qu'il faut jouer, c'est-à-dire le bordel et les complications. Et en même temps, tout est possible. Donc, tu es libre, quoi. Personne ne t'emmerde. En Russie, de toute façon, si t'emmerde pas l'État t'emmerde pas en général. Donc, à 2-3 exceptions près. Pour l'histoire du Covid, Moscou, ça n'a pas été le pire du pire. Par exemple, moi, j'ai voyagé à Kazan. Alors, j'avais mon pass là avec le QR code européen. Et à chaque fois que je le présentais en Russie, les gens ils le scannaient quand je devais présenter un QR code et ça faisait bugger la machine parce que c'était pas un QR code russe et puis ils me laissaient passer. À Kazan, niet. Ils étaient la Russie hyper intransigeants là-dessus. Alors qu'à Moscou, ils étaient hyper cool. Oui, mais il y en a certes. Bon, le Kazan, c'est particulier parce qu'ils sont vraiment autonomes dans beaucoup de choses. Ouais. Alors ils avaient peut-être, je sais pas, avec aujourd'hui les sanctions, mais puisque les républiques ont le droit, ils ont une autonomie des relations économiques. Et donc ils ont un consulat à Paris, ou ils avaient un consulat à Paris pour les relations économiques et une autonomie aussi culturelle. C'est vraiment des républiques autonomes. Là, on est vraiment dans le système fédéral. Bon, il y en a certains qui ont que le titre de république, c'est comme un oblast, mais à Kazan, oui. C'est un peu plus. Donc certains ont voulu, à ce moment-là, comme toujours, on les a vus, certains ont voulu toujours faire mieux qu'à Moscou, mieux qu'à Saint-Pétersbourg. Puis dans la plupart, dans le reste des régions, c'était ça regardait Moscou, puis quand Moscou ne regardait pas, ils arrêtaient. C'est plutôt ça. Puis à mon avis, peut-être autour de la Chine, en Extrême-Orient, dans le Primoré, etc. Et encore, j'ai un doute quand tu connais les Russes, vous savez tout ça bien.
moi, je portais un masque quand je rentrais dans la gare parce qu'il y avait une caméra et tu as des agents de sécurité, je voulais pas les emmerder. Puis que dès que tu franchissais l'entrée, tu l'enlevais, tu n'en avais rien à foutre. En fait. Donc, bon. Ouais, et on parle de Troisième Guerre mondiale et on finit sur l'obsession des Français qui sont toujours là-dessus, alors que en Russie, ça fait 3 ans qu'on n'en parle plus de ces histoires. Quoi. C'est vrai. Terminé. Poutine a inventé le remède. Ça s'appelle le SVO, l'opération militaire spéciale. Ça a disparu du jour au lendemain. Bah attends, parce qu'après, il y a Netanyahou qui en a inventé un autre. Non, je Vas-y. rigole. Non, on va pas rentrer sur ce sujet-là quand même. Le sujet est tendu. On parle de Troisième Guerre mondiale. Non, je rigole. D'ailleurs, c'est même pas spécialement Netanyahou. Et au niveau, je lance le sujet. Je suis rentré dedans. Je vais me sortir du gouffre. Non, c'est par rapport à la Syrie. J'ai vu beaucoup de personnes qui disent ouais, je ne ferai plus confiance à la Russie. Ils ont lâché Bachar al-Assad. Et ouais, ça me fait doucement rire, c'est qu'il y a quand même une énorme incompréhension de manière générale de la Russie, y compris de personnes qui s'intéressent à la Russie, parce qu'en fait, je veux vraiment encore rappeler aux auditeurs, les Russes, ils pensent pas comme nous. Les Russes sont différents. Waouh, peut-être je prends des choses, mais les Russes sont très différents sur beaucoup de sujets. Et quand on parle du Covid, les Russes, comme tu l'évoquais, s'en souviennent quasiment pas. Quand on parle, par exemple, de la géopolitique, les Russes sont très différents. Quand on parle ne serait-ce que de la guerre, à certains endroits, tous sont différents. Et il faut venir ici pour le comprendre. C'est très bien de s'informer via des personnes comme nous, par exemple, qui voyons et qui comprenons et qui se russifions ou biélorussifions. Mais y a rien de mieux que de le voir sur place pour comprendre tout, que ce soit l'utilisation par exemple le rouble numérique, des choses qui font peur pour beaucoup, comme le mot QR code, il fait extrêmement peur, mais moi je paye avec le mot QR code et pour autant il n'est pas sur mon front. Voilà, et comme les technologies, il faut pas avoir peur, parce que c'est comme tout, faut le voir sur place pour comprendre comment les gens pensent et comment ils sont. C'est le classique, Thomas. C'est les gens, ils te disent. Alors, c'est pas faux ce qu'ils peuvent dire, évidemment, puisque un outil, mais à ce moment-là, bon, les couteaux, quelqu'un a tué avec un couteau, tu arrêtes d'utiliser des couteaux. Et tous les gens qui ont peur et qui sont végétariens, bon, Éclair était végétarien, donc enfin bon, voilà. Ça devient n'importe quoi. Oh là là. Et le point Goldwing. Ouais, bah oui, il fallait. Il fallait. Tu sais très bien qu'on a toujours nos petits haters, donc il faut leur donner leur petite, on va dire, livre de chair. Leur petite livre de chair, ouais. Voilà. Mais oui, bah le QR code, c'est bien. Beaucoup, évidemment, je sais que ça a été quand même traumatisant en France, toutes ces histoires. Mais ils disent ça en employant, je sais pas, Facebook, Twitter, depuis leur smartphone, iPhone. Donc, et puis ils payent avec leur carte bancaire. Donc, je sais pas, si tu veux vraiment être cohérent à 100% avec toi, tu vas dans le Larzac et tu vis avec des chèvres et t'as pas de téléphone, quoi. Tu payes tout en liquide et tu vas à la banque au guichet. Voilà. Ou tu achètes des pièces d'or et des pièces d'argent et tu payes avec ça ton boulanger. Je pense pas qu'il les accepterait, mais bon. Donc, il faut aussi raison garder. Il faut pas tomber dans cette technophobie. Parce que tu le veuilles ou non, le monde entier y va. Et il y a un élément qu'on s'aperçoit, c'est que même les gens qui font de la propagande russophobe, je crois, on arrive à croire à leur propre propagande. Ils n'ont pas compris que c'était la Russie c'est pas la Russie qui est isolée, c'est l'Europe qui est isolée. Le reste du monde, il avance. Même en Afrique, on n'est plus dans les paiements numériques, on est plus en avance dans certains pays que la France. Donc, je suis d'accord avec toi, Thomas. Il faut venir. Ça fonctionne pas pareil. Là, sur la Syrie, on pourrait faire une émission entière parce que, franchement, faut connaître la Syrie pour bien, voilà. Puis surtout les dernières années, voilà. On va dire que si Moscou a donné l'asile à Bachar el-Assad, c'est pour une question d'honneur pour elle, pas pour Bachar el-Assad. Enfin, son clan, surtout en particulier. Voilà, il y a des raisons internes qui étaient impossibles. Impossible, ne pouvait pas trancher. Même Wagner n'avait pas réussi là-bas à faire. Et pourtant, les fameuses forces Tigres, pour ceux qui ont suivi. Je dis ça parce que moi, j'étais un des fondateurs du comité Syrie, Syria Committee, où on a suivi depuis 2014 et en particulier 2015 les combats qu'on décrivait en détail presque plusieurs fois par jour. Donc, j'ai été plongé ça pendant
pendant pas mal d'années, on va dire. Et donc c'est plus complexe que ça. Et c'est au contraire, faut dire merci à la Russie parce que sinon c'est en 2015 qu'a tombé la Russie, la Syrie. C'est en 2015 qu'a tombé. Et là c'était l'État islamique. Il y avait pas encore Erdogan dedans. Il y avait pas voilà. Aujourd'hui c'est pas sympathique, mais à cette époque-là ça aurait été encore moins sympathique. Mmh. Donc c'est une autre chose. Mais oui, tu as raison. Il faut prêcher pour notre chapelle aussi. Mais c'est vrai, venez en Russie parce que c'est même en tant que touriste. Parce que c'est pas la même façon de penser. Les Russes sont des Européens, mais pas que des Européens. Et les Européens d'aujourd'hui s'enferment sur eux-mêmes et pensent qu'ils sont le centre du monde. Oui, la France est la telle puissance mondiale, mais technologiquement, mais vous êtes à des années-lumière. Hein. La Chine, c'est plus développé que l'Europe dans les grandes zones urbaines. C'est plus développé que la Russie, c'est plus développé que l'Europe. Alors, il y a l'arrière-fond de la Chine. Troisième guerre mondiale technologique, là. On y est totalement. On y est totalement. On est dans les drones, on est dans les monnaies, on est dans, on peut dire ce qu'on veut parce que les voitures électriques, si elles n'ont pas de sens en Europe, elles ont un sens en Chine. Donc voilà, on peut pas comparer. Il y a des gens là dernièrement sur mon canal Telegram sur Vivant aussi. Je donnais l'information comme quoi a été votée la loi la Douma. Comme quoi un enfant d'étranger, s'il ne parle pas russe, il ne peut pas être intégré directement dans une classe parce qu'il parle. Et là, j'ai tout de suite la réponse. Mais je comprends. Mais en même temps, elle me désole d'un Français qui dit oui, mais c'est pas parce que on ne parle pas la langue qu'on est mauvais. Je dis mais c'est pas une question d'être bon ou mauvais. Si t'es bon, mais que tu comprends pas la langue, tu vas pas progresser. Et en Russie, on n'est pas en train de dire il faut que tout le monde soit au même niveau, donc on se met au niveau du plus bas. C'est en général, il peut y avoir des disparités, mais la philosophie générale, c'est que quelqu'un qui est mauvais n'a pas à faire subir à la classe les bons, on va dire, les empêcher d'être bons. Donc voilà, c'est deux façons de penser différemment, les choses. C'est comme les économies en Russie. Les Russes, leur vie, c'est de par leur histoire et leur géographie, a fait que on vit aujourd'hui et puis demain peut-être on verra quoi. Et en France, on a une histoire plus vieille peut-être et peut-être plus calme quoi qu'on en pense. Et ça aboutit au fait que on pensait épargner puisqu'aujourd'hui les Français, il y a même pas 10% des Français qui ont véritablement une épargne. Quand tu vois que 50% des Français au moins une fois par an sont à découvert, t'as compris qu'il n'y a pas d'épargne. T'as compris qu'il n'y a pas d'épargne en France, il y en a plus quoi. Si, il y a des propriétaires immobiliers qui vont bientôt se faire tondre, mais ça c'est une autre histoire. C'est pas la Troisième Guerre mondiale, c'est plutôt ça peut l'être, hein, parce que imaginez tous ces pays occidentaux et la France en particulier, qui sont dans une situation merdique. On est passé de la peur d'une maladie à la peur à la guerre, jusqu'à peut-être la guerre, ou tout du moins quelques folies de Macron qui enverra, pense-t-il, des casques bleus français sur le Dniepr, avant même que les combats soient arrêtés, quoi. Donc c'est ça en fait. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Tout à fait. C'est vrai qu'on qu'on tu mets un jingle avec une page de pub. C'est ça, oui. C'est ça. C'est Thomas Zemich, venez visiter Moscou, Saint-Pétersbourg, et puis et moi, venez faire du ski à Sochi, et puis à visiter. Attention, parce que vous serez avec les moscovites, comme tu l'as dit, à certaines périodes. Hein. Moi, tout ce que on va conclure maintenant, mais je me rappelle à l'époque des Jeux Olympiques de Sochi en 2014. À l'époque les premiers conflits commençaient, c'était conflit ouvert. Et il y avait je sais plus comment ça s'appelait, c'était les Poussiriotes, qui étaient venus à Sochi pour provoquer vraiment dans le port. Je vois en plus l'endroit précis. Et il y a une particularité dans le Kuban, c'est que s'il y a la police, la NVD, il y a aussi, on va dire, une forme de police cosaque, qui sont vraiment en uniforme et qui sont un peu ils peuvent pas vous demander vos papiers, etc. Ils sont obligés d'être accompagnés par un officier de police, mais ils patrouillent en même temps. Et là, c'était vraiment au tout début, il y en avait vraiment beaucoup dans le Kuban, et en particulier pour les Jeux Olympiques. Et on va dire que quand ils ont voulu, je me rappelle aussi de vidéo, je crois que je vais la ressortir, je pense que vous l'avez peut-être en tête, elles ont commencé à se mettre avec leurs copains, etc. Et puis elles ont voulu faire leur cagoule, je sais pas quoi. Ça n'a pas duré 3 secondes et elles sont fait taper au knout. Alors qu'est-ce que le knout? C'est un fouet en cuir avec des clous. et donc elles avaient fait ça pour provoquer. Ça n'a pas duré plus d'une minute. Et elles ont été vite embarquées. Donc la Russie, des fois, c'est aussi ça. C'est
c'est la forme, on va dire, d'expression du pouvoir populaire vis-à-vis de dégénérés qui aujourd'hui sont à l'étranger, pensent, à mon avis, peine à trouver. Ah non, je crois qu'ils avaient fini, une partie des Poussiériotes avait fini du côté artistique à New York, ils avaient escroqué les bobos new-yorkais en leur vendant certainement du caca dans des bocaux. Ça doit être à mon avis ça, parce que c'était une escroquerie commerciale à l'origine. Mais bon, voilà, donc la Russie, c'est multiple. Mais faites attention aussi, les moscovites, quand vous venez à Sochi, faites pas trop de bêtises. Les Cosaques veillent. Tu vas nous fêter, c'est ça. Bon. Bah, C'est je tout vous ce dis que ça, j'ai mais retenu à savoir. je vous dis ça, mais vous avez des lampes turgescentes derrière, donc on se pose des questions des fois. Ah, écoute, c'est pour mieux voir à tous ces moments-là. Alors que c'est vrai que le décor de Simon, il fait très 3D crypto, changer, il est très vraiment collé à ta passion et à ton occupation professionnelle. C'est Minsk, les gars. Hein. Vous pouvez pas comparer Minsk et Moscou, forcément. Hein. C'est les éclairages naturels. Et moi, vous voyez, moi le fond, justement, c'est le fond, où suis-je? Ah ben, suis-je encore bloqué à Damas ou suis-je revenu finalement dans les sous-sols du Kremlin sous le Goum? Je sais pas. J'irai voir le GOM. Bah, tu connais la porte, on connaît le code. Hein. On n'a pas les mêmes horaires, c'est pour ça en fait. Oui, oui, oui. En tout cas, pour moi, C'est le entre meilleur éclairage Star Wars, c'est Thomas. Hein. Il a les sabres laser derrière lui. C'est lui qui a le meilleur éclairage. C'est vrai, j'y ai même pas pensé. Mais C'était même pas regarde- volontaire d'ailleurs. Hein. regarde la Les tête, couleurs mais- étaient comme ça de base. C'est pas vrai. Simon, regarde la tête de Valentin. Il est content. Regarde ta tête. Il a un sabre laser qui dépasse de son épaule, oui. Oui, mais je trouve que voilà, les C'est ça. sabres laser de Thomas, ils sont plus de la bonne couleur et ils sont mieux placés. bien joué. Je te le prêterai si tu le veux. Si t'es gentil, je te le prête. Cool, Mais on prête-moi voit ton qu'il y a un sabre petit laser, Thomas. côté, il y a le côté obscur de la force aussi un petit peu, côté Tomasovic. Écoute, je me fais payer par tout le monde, au moins ça me fait 2 fois plus de thunes. C'est ça, oui. Si tu veux, je peux le mettre en bleu et jaune. Après, c'est toi qui vois. Hein. Mais, Ah, t'as la télécommande ou mais t'as elle l'app, est, c'est elle est ça? pas à Ouais. côté de moi, la télécommande. Elle est là-bas, mais je peux effectivement me faire payer par Zelensky avec grand plaisir. Je voulais juste dire un petit truc, moi, par rapport à C'est la, pas le à virement la Swift dont Syrie. tu parlais tout à l'heure. Exactement. Sur la Syrie, moi, je voulais juste dire un petit truc. C'est très anecdotique, ça va pas être géopolitique. Tu préfères Mais, le chêne hein? Tu préfères le chêne à l'être? C'est vrai que j'ai pas. Bah, la Syrie. On va dormir. Hein. Ah là là, dans le Kuwait, ils sont tous fatigués. Hein. Ignorez-le, s'il vous plaît. Ah bah, habituellement, c'est en dessous de la ceinture. Donc, bon, ça va, j'ai essayé un peu de. Ouais, bah du coup en 2021, quand j'étais à l'université ici à Moscou pour apprendre le russe, dans ma classe j'avais un Syrien. Et du coup on était ensemble au dortoir universitaire. Tu Hyper vois, sympa le gars. Ça commence au dortoir. Et ouais non, t'inquiète pas, la trajectoire va rester sur les rails. Et au bout de quelques mois, le gars a disparu. On savait pas où il était, on le voyait plus en cours. Et il est revenu, je crois, 2 mois plus tard. Donc nous, on avait quand même bien avancé dans le programme. On avait progressé en russe et on le voit revenir. Et du coup, on lui demande pendant le périlif, pendant la pause, t'étais où? Il s'appelle Armat. Ouais, t'étais Armat, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il disait que, en fait, il avait trouvé un job, puis un deuxième, et puis il a priorisé ça par rapport au cours parce que sa famille était dans le besoin à Damas et il avait besoin d'envoyer du pognon. Et pour lui, avec 2 jobs, il se faisait que dalle. Hein, il était payé au black. Enfin, il est toujours payé au black. Il se fait environ 600 euros en cumulant 2 jobs. Il est coiffeur et cuistot. Et ça lui c'est une fortune hein, pour eux en Syrie. Donc il envoie ça là-bas. Et pour l'anecdote, en 2 mois en immersion à Moscou, à bosser, surtout au salon de coiffure, et à parler tous les jours, il nous mettait la pâtée en russe. Il avait bien plus progressé en 2 mois au salon de coiffure que nous à gratter du papier en cours. Et j'ai repris contact avec lui il y a quelques jours parce que je voulais prendre de ses nouvelles suite à tout ce qui se passe. Et le pauvre, enfin, il est dégoûté, quoi. C'est terrible, il a peur pour ses proches, hein, ce qui se passe là-bas est catastrophique.
Donc lui, il est dans une position délicate. Hein. Il est à Moscou. Ouais. Bon, Bah, c'est un peu il aide comme ses quand tu, proches en envoyant des sous. bah, c'est un peu comme tu vois, Valentin, tous les réfugiés syriens qui faisaient des drapeaux. Enfin, il y a eu des problèmes en Allemagne, il y a des endroits où il y a des pro-Bacha encore où ils se sont frappés. Mais... Et puis, ils ont eu un peu la douche froide quand la plupart des pays, on leur dit, bon, bah, déjà, pour les nouveaux, il n'y aura pas de réfugiés. Et puis, pour ceux qui sont là, vous pouvez rentrer. Je suis pas sûr qu'ils ont envie de rentrer. Hein. Voilà. Mais ça, c'est vraiment Ce sera une pour question. la prochaine fois. Exact, oui. La Syrie, la Russie, what else? On va dire. Ça va C'est une dire, bonne bon, idée. voilà. Pourquoi pas, ouais. Hein, pourquoi pas? Parce que déjà, on verra un peu plus. Il y aura plus d'images d'exécution, donc il y aura peut-être plus de choses. Les gens vont peut-être déjà un peu plus réfléchis. Je sais pas. En tout cas, merci d'avoir été là. Un mot de la fin, peut-être. On commence. Moi, j'ai Simon, Valentin, Thomas et moi. On fait comme ça, en haut, de gauche à droite. Le mot de la Donc c'est moi qui fin, commence, c'est Simon. ça? Voilà, honneur à la minorité nationale. C'est moi qui commence à finir. Eh bien, écoutez, on va Bah, la parler minorité de... blanche, c'est toi, Dis-leur. Tout à fait, tout à fait. On parlait de l'idée de finir en disant un petit peu what's up, what's new en ce moment, tu vois. Bien, en ce moment, je prépare mon départ vers des cieux plus cléments, en tout cas plus ensoleillés. Je me prépare à partir vers l'Asie du Sud-Est pour quelques semaines, quelques mois, je sais pas. J'ai pas de date de retour vraiment, même si bien sûr que retour il y aura, mais certainement pas en janvier, tu vois. Je vais pas essayer de choper le morceau d'hiver que j'aurais raté en venant à Minsk en janvier. Je compte toujours, franchement, sur la double reconnaissance des titres de séjour et des visas entre la Russie et le Bélarus. Ça fait des années que c'est voté. Ça fait des années qu'on me dit que non, mais ça va être mis en pratique, là, d'ici quelques semaines, d'ici la fin de l'année. Et en fait, ça n'arrive pas. Donc, du coup, à chaque fois, je me dis, OK, j'ai envie d'aller faire un tour à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, ou peut-être, qui sait, à Krasnodar, dans le Kuban. Mais à chaque C'est fois, je pas me qui dis, c'est, bon, t'es obligé, Simon. semblerait. Et à chaque fois, je me dis, mais je vais pas le faire maintenant parce que j'ai qu'à attendre la double reconnaissance des titres de séjour. Et en fait, à chaque fois, je me dis, OK, c'est juste dans quelques semaines, donc je peux attendre. Et en fait, elle n'arrive pas, toujours pas. Et moi, à chaque fois qu'on me l'annonce, je suis là, c'est bon. Et en fait, je l'annonce et à chaque fois, j'ai tort parce que je colporte des histoires qui sont pas vraies. Tu sais, Simon, il est plus simple d'avoir un visa pour la Corée du Nord. Ça met une semaine, hein, la réponse. Je m'étais renseigné, figure-toi. Je m'étais renseigné, tu sais pourquoi? Parce qu'on m'avait dit, ah, tu aimes le Bélarus, ouais, pourquoi pas la Corée du Nord tant que tu y es? Je m'étais dit, bah alors, autant la Corée du Nord, ça doit être chouette. Autant on m'a raconté autant de conneries sur un pays que sur l'autre, et autant la Corée du Nord, ça doit être chouette, il faut que j'aille voir. Bah, je suis en train de prévoir, là, c'est moi, je fais le budget et j'ai une partie où, alors, je sais pas quand, mais j'ai un petit endroit où je budgétise mon prochain voyage à Pyongyang. C'est prévu, moi. Franchement, moi, j'aimerais bien y aller avec On fera toi, le je vais y dernier de aller. Star Wars tous Ça va être- ensemble. Ah, ça serait, En fait, on je y pense va que ça doit tous juger un ensemble peu, hein. et on fait l'enregistrement là-bas. Ouais, stylé. Non, Sérieux, moi, si non, on pourrait le faire, ça serait un trip. Hein. on pourrait pas le faire en direct, en tout cas. Mais autant peut Non, l'enregistrement, ouais. Si, écoute, si. je Je connais pense des que. correspondants de RT qui étaient en direct quasiment. En Alors, fait, tu peux, mais ça coute juste une blinde. Avec sujet opposition politique en Corée du Nord. Moi, je propose. mais attends, je terminerai, je n'entends mon tour. Donc, si tu as quelque chose encore à dire, Simon, pour terminer, avant de laisser la parole à Valentin. Non, je le dis un petit peu où j'en étais. Oui, une autre chose importante, je crois que on me voit plus trop ces derniers temps. Les gens, ils se disent, tiens, Simon, il est plus actif sur les réseaux, il sort plus de vidéos. Mais c'est parce que la vie, c'est une question de priorité. J'ai attendu 3 ans et demi. Le nouveau Bull Run, maintenant qu'il est là, on me décroche pas de mes graphiques, en fait. Et j'ai pas envie qu'on m'en décroche un peu autiste. Tu sais, si je fais un truc, je peux faire qu'un truc à fond, en fait. Et donc voilà, j'ai pas disparu, juste je me focalise, voilà. Mais ça n'a pas duré 20 ans non plus, donc il faut en profiter. Maintenant j'arrête, c'est bon. Valentin, le mot de la fin. De mon côté, tout roule. On est en fin de la neige à Moscou. J'ai sorti les skis pour la première fois hier. Alors, on est allé faire du ski le matin. Je fais du ski de fond l'hiver tous les matins à jeun. Donc c'est un vrai régal l'hiver pour moi
la Russie. Faut pas s'en priver quand on déménage comme ça, quand on s'installe. Bon, à Krasnodar, vous savez pas ce que c'est que l'hiver, mais quand on est dans la vraie Russie, comme à Moscou, faut vraiment en profiter. Et puis, l'activité de l'agence continue. Bon, je vous le sors, c'est complètement anecdotique encore une fois, mais j'ai un client qui est un ancien footballeur allemand. Et c'est complètement improbable qu'il soit arrivé jusqu'à moi. Bon, toi, Simon, tu connais, il est arrivé par Alexandra qui me l'a mis dans les pattes comme ça. Donc, je suis très impatient de commencer cette nouvelle aventure. On a commencé à lui chercher une femme ici en Russie. Donc voilà, l'hiver s'annonce à Moscou. Je vais pas rentrer pour les fêtes. Habituellement, je rentre en famille, mais là, on va dire, je fais la bascule. Ça va être l'hiver en famille à Moscou. Bon, Thomas? je suppose que c'est à moi parce qu'il y en a un qui il a sorti ses lunettes, c'est qu'il est trop occupé. Alors, dans ce cas, moi, tout va bien, la propagande continue. J'ai ouvert une seconde chaîne YouTube, j'ai besoin de dissocier l'actualité bien faite d'ailleurs. J'ai une des Oui, vidéos j'ai à vu pas que tu avais tarder à une nouvelle sortir chaîne, de Thomas. la vie en Russie sur une autre chaîne. Et là, dans un peu plus d'une semaine, je vais avoir le premier groupe de touristes qui va venir pour les fêtes, pour se rafraîchir de fond en comble à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et puis ça continue, je suis déjà en train de prévoir des voyages pour l'année prochaine. Moscou, Kazan, Nijni Novgorod, le 9 mai, tout le tralala. Voilà, donc tout va bien, et tout continue, tout baigne. Et toi, Fabrice, raconte-nous une petite histoire. Oui, deux petites histoires. Alors, enfin, déjà, une petite remarque, Moscou, la vraie Russie, bon, on l'a refait, hein. Allez, les bobos sont des bobos. Ah là 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 là. Non, je dis ça, pourquoi je dis ça? Le boomer, il rage là. C'est un pic parce qu'à Sochi, tu as beaucoup de gens, essentiellement les gens viennent en avion, et tu as beaucoup de gens de Saint-Pétersbourg et de Moscou, essentiellement des gens qui ont un peu plus d'argent que les autres parce que ça coûte cher, Sochi. Et tu te retrouves quand même des fois avec des caricatures. Bon, j'en ai aussi à Krasnodar, hein, tu sais, les femmes qui bossent pas, qui sont dans les Porsche Cayenne et qui ont des lèvres en cul de poule, bon, il y en a partout, quoi. Mais quand c'est une concentration à même endroit, quand tu as une sur deux, c'est ça. Voilà, c'est mon côté un peu, un peu moqueur. Même si c'est vrai que quand tu es jeune, si t'as si t'as vraiment pas une envie, on va dire, de vie calme, bon, c'est sûr que Moscou, c'est l'endroit où il faut commencer ton entrée en Russie, c'est évident. Bon, plus sérieusement. Excuse-moi, Ouais. je suis obligé de réagir. Excuse-moi, je suis obligé de Vas-y, réagir. moscovite. Il y a un truc. Vas-y, Panayechali. Alors, c'est pour nos auditeurs, mais il y a un truc. J'avais une réflexion avec un pote ce week-end là-dessus. Et tu vois, sur les remarques qu'on fait sur le physique des femmes, c'est extrêmement français de faire ça, surtout en Russie. Parce que quand on est sur. Les amis russes, ils sont très français, alors je te le dis. Hein, non, mais justement, comme ils en parlent. Quand on est sur la plage avec des Russes et qu'on va être un petit peu moqueur en disant oh regarde là celle-là en léopard avec ses sur seins ça, oui. refaits. Sur ça, oui. Et nous un petit peu comme ça en se cachant la bouche en disant oh là là celle-là. Les Russes ils disent bah et alors et quoi? Non mais ça oui, mais non je te parlais de Botox machin qui sont ridicules. Je te parlais de Botox, je parlais pas d'habits. Je te parlais pas de fringues. Les Russes jugent pas quoi en fait le physique des gens ils sont. Sur le Botox, si. C'est ton côté français alors. Non, bah oui. Si tu veux, là où j'habite, c'est un quartier, c'est bien. Et dans le quartier, j'habite dans un petit quartier où je suis plutôt peut-être même le l'unterprolétariat, le lumpenprolétariat. Et donc, les gens que je fréquente, ils sont plutôt des C++, voire des fois très plus. Et alors certains de leurs femmes des fois sont comme ça, mais ceux qui sont entre guillemets normaux, ce qui est la majorité des gens, quand même quand ils voient quand même certaines qui à force de s'en mettre, ça devient des caricatures. Si à un moment quand même ils osent dire non quand même, ça se regarde quand même dans une glace. Mais après je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de jugement sur la façon de s'habiller parce que déjà c'est en Russie, c'est pas la France, et que effectivement quand tu as un Français qui vient, j'ai l'impression que tu as un mec d'Al-Qaïda qui vient et qui fantasme ou que c'est quelqu'un qui vient te faire justement la morale, alors que les Russes en général entre eux, je suis d'accord avec toi, se font pas la morale
Mais là, quand même, je te parlais de Botox, je te parlais de caricature, je te parlais d'extrême, comme tu as toujours effectivement en Russie. Mais pour le deuxième élément, à moins que tu aies envie de rajouter autre chose encore, hein, je me trompe peut-être ou tu veux... On se clashera en off là-dessus. non, 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 en off. On en fait justement une vidéo. Ok, avec plaisir. Mais voilà. Bon, Fabrice, du coup, ta pub. Non, oh non, c'est pas ma pub. C'est que on parlait de la RPDC. Ça va être très rapide. On parlait de la RPDC. J'ai une vie assez multueuse qui est passée par la Serbie, l'Irak et la Libye. Et j'ai commencé même à un moment, si tu veux, dans mon activisme. C'est la première organisation d'ailleurs qui avait un site internet dans tout l'espace francophone. Vraiment, tout l'espace francophone européen, il n'y en avait pas internet, ils étaient en retard. Bon, c'est dessus. Et ben le site était hébergé sur un serveur, alors au Japon, qui était le serveur de la Corée du Nord, de l'association. Donc c'est une longue histoire moi aussi que j'ai avec les RPDC. J'écrirai un jour un livre, si des gens vont dire mais il est mytho Fabrice. Ouais, c'est pour ça que je dis rien. Donc le truc, je voulais juste mettre ça parce que ça m'amuse à chaque fois que je la RPDC, mais je suis jamais à la RPDC, donc Pyongyang, il faut vraiment que j'y aille. Voilà. Et puis, parce que la vie est faite de haut et de bas, ma production de vidéos va commencer un de ces jours. Moi, j'ai la date déjà en tête, donc je ne l'annonce pas, et je pense que ce sera il y aura peut-être des sujets qui ont été refaits, mais que ce sera ma version. Et puis, de part d'un Français qui habite depuis 16 ans dans le Kuban, donc pas à Moscou, c'est une autre aussi, évidemment. Une autre façon de vivre, même s'il y a beaucoup de points communs, mais il y a quand même des différences. On ne vit pas de la même façon. C'est pas les mêmes salaires, par exemple, aussi, mais c'est pas les mêmes coûts pour les logements. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, ce sera un mélange de réflexion générale sur la Russie et puis de choses vraiment très particulières, évidemment. Et donc, il arrivera certainement quand je me déplacerai, ou que j'espère Thomas se déplacera aussi également, qu'on fasse des fois des éléments croisés, parce que ce que fait Thomas sur Moscou, moi, je le ferai jamais. Je suis pas moscovite, j'ai pas envie de l'être, et puis je pense qu'au bout de 16 ans dans le Kuban, je pense que j'ai une petite connaissance de la région. Deviens gauchiste russe avec nous. Oui. Oh non, ici chez les Cosaques, je sais pas, le terme il est pas très connu, quoi. Mais bon, juste donc il y a ça qui va faire, et des avantages qu'il y a. Alors Moscou aussi, évidemment, Moscou aussi, et en cela le Krasnodar peut ressembler sociologiquement, je dirais, à Moscou, c'est que Krasnodar, tu as plus de 50% de la population qui vient de toute la Russie. C'est pas des gens qui sont nés même dans le Kuban. Donc, tu as vraiment des fois même des accents différents. Tu as vraiment des histoires différentes. C'est en cela. Alors, tu viens pas à Krasnodar pour l'architecture, ouais, ça commence à changer, mais il y a des éléments qui font que je vais le mettre en avant dans les vidéos que je vais enfin commencer à proposer, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent. Il y a d'autres projets qui arrivent, mais je n'en parlerai que lorsqu'ils seront disponibles. Voilà. Souvent, des fois, je parlais à haute voix, donc maintenant je me tais, et je fais comme je me suis russifié, c'est-à-dire un homme ça fait, ça ne parle pas. Donc voilà. C'était ma conclusion. Heureux d'avoir été ensemble aujourd'hui. On a été on est combien? Ouais, un peu plus long que la première fois, mais il le fallait. Donc, si vous avez des idées je m'adresse aux gens qui nous regardent sur les sujets que vous voulez que nous abordions ensemble, je préférerais que ce soit autour de la Russie, mais si ça peut être sur d'autres éléments de vue d'un point de vue russe, que je pense que nous commençons à avoir, et encore, ça demande des années, bien que je pense que nous tous ici, on avons quand même une petite idée de la différence entre la pensée russe et la pensée française aujourd'hui. Eh ben, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. On vous mettra les liens de chacun de nos activités dans la description. J'espère que les liens seront cliquables. Normalement, ils devraient l'être. Sinon, faites un copier-coller. Hein, vous êtes des grands garçons. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine fois, certainement à l'année prochaine. Ciao à tous. Paka paka. Salut. Paka.